Après qu'un film soit sorti au cinéma, après qu'il ait bénéficié d'une sortie physique en DVD ou Blu-ray, après qu'il ait été diffusé sur votre chaîne de télé préférée ou votre plateforme de streaming favorite, après qu'il ait subi les foudres de la presse critique ou la joie du public, il est temps pour ce film de passer une dernière épreuve. Il est temps de lancer l'ultime séance. Eh mec, c'est quoi le film? Putain, je trouve pas. Ferme ta gueule, c'est quoi le film? Quel temps a pas vu le mettre, s'il vous plaît? 3, 4. Allez, mets tes écouteurs, c'est l'heure de nous écouter. Que tu sois dans les transports ou sur le trône en train de jouer, tu peux noter sur ton carnet les films que l'on va citer. Tu peux vraiment nous faire confiance, ça y est, c'est l'ultime séance, et nos chroniqueurs vont bien t'étonner. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 5e numéro de l'ultime séance. Le long métrage au programme aujourd'hui n'est autre que Énorme, un film sorti en 2020 et réalisé par la cinéaste Sophie Le Tourneur. Ce film sera-t-il descendu en flèche, réhabilité ou bien simplement apprécié à sa juste valeur par vos chroniqueurs? Pour vous répondre, je serai aujourd'hui accompagné de l'incroyable Zach. Salut! Et de la merveilleuse Izzy. Salut! Au sommaire de cet épisode, nous commencerons par le Flash by Izzy qui nous parlera du plus célèbre des naufrages en peinture et d'une enquête aux confins de l'espace. Puis nous enchaînerons avec l'ultime séance de Énorme et enfin on terminera par la barlographie. Passons maintenant à la première chronique de l'émission avec le Flash by Izzy. Le Flash by Izzy, c'est le moment où Izzy nous dévoile ses coups de cœur du moment, les œuvres artistiques sur lesquelles elle a flashé et qu'elle souhaite partager avec le commun des mortels. Flash by Izzy. Dans cette chronique, je vais vous parler de 2 BD que j'ai pu découvrir récemment. La première BD que j'ai découverte était Shangri-La, de Mathieu Bablé, une bande dessinée de science-fiction sortie en 2016, qui m'a été offerte par Zach. Le titre Shangri-La fait référence au roman Les Horizons Perdus, Lost Horizons en anglais, écrit par James Hilton en 1933, puis adapté au cinéma par Frank Capra en 1937. J'ai découvert l'auteur en 2020 avec sa BD Carbone et Silicium que j'ai adoré, que ce soit pour l'histoire, les thèmes abordés et le style graphique. Mathieu Bablé est un auteur-dessinateur français spécialisé dans la science-fiction. La BD Shangri-La nous présente un monde dystopique où la vie sur Terre n'est plus possible, où humains et espèces anthropomorphes parlantes cohabitent dans une station spatiale dirigée par la corporation Tianzhu, une dictature qui pousse à la surconsommation. Elle y aborde aussi le voyage temporel, et surtout la manipulation génétique qui a pour but de créer une espèce à partir de rien, afin que l'homme puisse enfin devenir Dieu. Nous suivons le personnage de Scott, qui est en charge d'enquêter sur plusieurs mystérieuses explosions dans des stations laboratoires, ainsi qu'un groupe de rebelles qui tentent de découvrir la vérité derrière cette société malsaine. La deuxième BD dont je vais vous parler est Les Naufragés de la Méduse, de Jean-Christophe Dévenet et Jean-Sébastien Bordas, publié en 2020. On y retrouve 2 récits entrecroisés, l'un sur le terrible naufrage de la Méduse en juillet 1816, et l'autre sur le peintre Théodore Géricault qui souhaite faire un tableau sur cette catastrophe. Dans une précédente chronique, j'avais abordé le roman écrit par les survivants du naufrage, Alexandre Coréard et Jean-Baptiste-Henri Savigny, publié en 1817, qui est un premier témoignage de ce drame. Contrairement au roman, la BD aborde ce naufrage de manière plus soft, en décidant de ne pas montrer la violence subie, le cannibalisme et autres horreurs commises, mais uniquement de la décrire brièvement avec quelques scènes désagréables, mais ce qui n'est vraiment rien comparé au roman qui nous décrit absolument tout en détail. Après, la BD reste accessible à un large public, contrairement au roman qui peut paraître dur vis-à-vis de sa manière de raconter les faits et de par ses détails clairement gore. C'est un désir de l'auteur qui préfère jongler entre le naufrage, mais surtout la vie professionnelle et intime du peintre, qui pendant 1 an et demi a travaillé de manière acharnée à la conception de sa toile. On voit que Géricault essaye de trouver ces 2 rescapés afin d'obtenir des témoignages, et ce n'est pas si simple que ça. Il cherche aussi à trouver des réponses sur quoi représenter sur la toile afin de symboliser, mémorer l'horreur de ce naufrage. Pour rappel, ce naufrage n'est pas juste un accident, mais un véritable scandale dû à l'incompétence d'un commandant qui n'avait rien à faire là-bas, dans le monde marin. Cette tragédie veut être oubliée en France, surtout par le ministère de la Marine, mais c'est là que Géricault réussit pleinement son travail.
Il réussit à rendre hommage à ce drame en faisant autant un geste politique qu'une preuve d'audace artistique, en représentant l'après-catastrophe, mais surtout en peignant cela sur une toile aux mesures impressionnantes, voire monumentales, qui sont généralement réservées aux scènes religieuses à l'époque. Le tableau est mal reçu par la critique lors de son exposition au Salon de 1819, car trop avant-gardiste, voire même provocateur, or peu de temps après, et encore aujourd'hui, c'est l'une des œuvres les plus connues de l'histoire de l'art. Comme quoi, on peut dire bravo à Géricault. Il est temps de passer au cœur de l'émission, l'ultime séance. Le concept est simple. Nous regardons tous un film ensemble et parmi nous, une seule personne le connaît, tandis que les deux autres le découvrent pour la première fois. Aujourd'hui, c'est Énorme de Sophie Le Tourneur. Dans un premier temps, je vais vous présenter le film et son autrice dans le synopsis. Alors le programme aujourd'hui c'est Énorme, un film de Sophie Le Tourneur qui est une réalisatrice française née en 78. Alors je vais pas vous mentir, je connais pas grand chose de son travail. Je l'ai découvert donc avec ce film-là et j'ai vu, elle a sorti un film cette année qui s'appelle Voyage en Italie. Et donc ce sont les deux seuls films de sa filmo que j'ai pu voir. Je pensais que Énorme c'était son premier film mais en fait pas du tout. Elle fait des films depuis 2010. Donc elle a sorti La vie au ranch en 2010, Les coquillettes en 2013, Gabi Baby Doll en 2014, Énorme en 2020 et puis son dernier du coup, Voyage en Italie. Sans compter les quelques courts et moyens métrages qu'elle a fait depuis le début des années 2000. Donc ce que je peux vous dire en tout cas sur Sophie Le Tourneur, c'est une réalisatrice dans les quelques travaux que j'ai pu visionner, ou même en me renseignant un petit peu sur les autres que je n'avais pas vus, qui aime bien mélanger les formes. Donc elle a une formation plutôt école... elle vient de l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Donc voilà, elle a ce truc où elle a réalisé pas mal d'installations artistiques, vidéos expérimentales, documentaires. Et donc ça se retrouve aujourd'hui dans ces films de fiction qui vont mélanger fiction et aspect documentaire. En tant que réalisatrice, elle est aussi un petit peu actrice de temps en temps, elle se met en scène. Alors j'ai notamment vu que son long métrage Les coquillettes, sorti en 2013, c'est des films fauchés à chaque fois. Et elle tient un des rôles principaux avec des amis à elle. C'est un film qu'elle a tourné pendant qu'elle allait au festival du film de Locarno, je crois que c'est en Suisse. Et elle y a présenté à l'époque un court-métrage qui s'appelle Le Marin Masqué. Et en fait, elle a profité de son séjour à ce festival pour... faire tourner un petit peu, on va dire, son milieu culturel, donc des amis critiques ou réalisateurs, réalisatrices, des programmateurs du festival qui vont soit jouer un rôle, soit leur propre rôle à l'intérieur de ce long métrage. Et voilà, je crois que j'ai pas vu le film, donc je pourrais pas plus juger que ça, mais d'après ce que j'ai vu, ça fait partie de ce truc où elle va brouiller la frontière entre le film de fiction et la réalité, puisqu'elle va jouer presque des versions réelle de elle-même. Donc ensuite, aujourd'hui, on va vous parler de Énorme dans un instant. Mais sinon, je peux vous parler de son film le plus récent, Voyage en Italie, qui est un film dans lequel elle joue le rôle principal aux côtés de Philippe Catherine. Et c'est un Philippe Catherine tel que vous ne l'avez jamais vu ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas du tout le personnage loufoque que l'on connaît à travers sa musique, ou même à travers la plupart de ses rôles, j'ai envie de dire. Il va soit jouer un petit peu le débile léger mais attachant, ou le grand naïf un petit peu auquel on se prend d'affection. Toujours avec comment dire, il part dans des tonalités très aiguës, avec sa voix comme ça et tout. Voilà, ça c'est Philippe Catherine. Tu fais vachement bien. Merci. Mais du coup, dans ce film, ils jouent tous les deux un couple. Un couple qui est sur moitié de quarantaine, vers la cinquantaine, quoi. Et qui décide de partir en voyage en Italie, d'où le titre. Et en fait, c'est vraiment très perturbant parce que le film, on dirait un docu sur un vrai couple. Il n'y a rien de très cinématographique là-dedans. Limite, c'est filmé, on dirait, avec des caméscopes de bas de gamme. Et les dialogues sont très triviaux, très du quotidien. On dirait que c'est pas écrit, on dirait que vraiment c'est Philippe Catherine qui est en couple avec cette personne et ils parlent de leur vie au quotidien. Tu les vois dans les transports prendre le bus, un bus bondé avec le masque parce que c'était un peu l'époque fin Covid où tu sais pas trop s'il faut encore ou pas porter le masque. Et en fait, j'avais découvert du coup avec ce film sa méthode de travail. Alors je sais pas si c'est pour tous ces films, mais en tout cas pour celui-là,
elle s'est basée en fait sur des vrais enregistrements audio qu'elle a effectués de conversations qu'elle a eues avec son propre mari. Donc c'est pas Philippe Catherine, c'est son mari dans la vraie vie. Je sais pas pourquoi, elle s'est enregistrée plusieurs pendant leur voyage en Italie et tout. Elle a enregistré ce qui se disait et tout. Et ensuite, à partir de ça, du coup, elle a écrit le film et elle a fait jouer à Philippe Catherine le rôle de son mari. Et ils avaient une petite oreillette dans l'oreille qui leur soufflait directement les dialogues. En fait, il y avait les enregistrements audio de conversations qui avaient réellement eu lieu, qui étaient joués. Et ensuite, eux devaient les retranscrire, enfin les redire à l'oral. Donc voilà, on est déjà sur des méthodes de travail un peu particulières. Oui, ça va pas être de la répétition, ça va pas être apprendre un texte, ça va être rejouer quelque chose qui a déjà existé. Donc voilà, il y a déjà cette frontière brouillée entre fiction, réalité, reproduction du réel. Et puis je trouvais intéressant d'aborder ça donc pour son dernier film, sachant qu'on va voir qu'avec son précédent film énorme, il y a un petit peu ces notions-là qui entrent en jeu également. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la réalisatrice, si vous la connaissez ou pas du tout Moi, alors, j'en avais entendu parler. J'avais vu, Énorme à sa sortie. Enfin, je l'avais pas vu, mais j'avais vu la sortie du film. J'avais dû voir la bande-annonce et tout. Et je m'étais dit, ça a l'air d'être une comédie classique, un peu, tu vois. C'est l'époque où Jonathan Cohen, il commençait à monter pas mal et tout. Je me suis dit, ça a pas l'air incroyable, tu vois. Et mes parents l'ont vu. Et ma mère m'a dit, je sais pas, tu me diras, mais j'ai pas trop aimé, c'est très bizarre et tout. J'ai pas trop compris où le film voulait en venir, ça joue sur plusieurs registres et tout. Et du coup, ça m'a intrigué et voilà. Je me suis dit pourquoi pas. Et j'avais regardé, je sais pas si tu connais ou si vous connaissez le youtubeur Antoine Goya, qui est un mec qui fait des vidéos sur le cinéma et un peu sur la politique et tout aussi. Et avant, il s'appelait Anal Génocide. Ah, c'est lui, d'accord. Recontextualiser, voilà. Et en fait, lui, il est très fan de films genre naturalistes, tout ça, documentaires, machin. Et il est archi fan de Sophie Le Tourneur. Et du coup, il avait parlé de tous ces films-là, La Vie Orange, Les Coquillettes. Ça me fait trop rire qu'il y ait un film qui s'appelle comme ça. Et du coup, j'avais trop envie de le voir, Les Coquillettes, mais je galérais un peu à le trouver. Du coup, j'ai toujours pas vu. Mais Énorme, ça faisait quelques temps qu'il traînait sur mon étagère. Et du coup... j'ai enfin regardé et puis voilà. Mais en gros, voilà, c'est mon seul rapport à cette réalisatrice. Ok, et toi Izzy, t'avais entendu parler d'elle ou pas du tout Non, pas du tout. Non, moi, pour le coup, je connaissais pas du tout. Et du coup, Énorme, c'est le seul film que j'ai vu d'elle. Et même son nom et tout, je connaissais pas du tout. Ok. Alors maintenant, parlons du film rapidement. J'ai pas grand-chose à dire dessus. Moi, je l'ai vu à sa sortie en salle, donc... J'ai regardé, il était sorti en septembre 2020, je crois. Il devait sortir à la base en juin 2020, mais c'était en pleine période Covid, la sortie a été retardée. Donc, je pense qu'il a pas fait... je crois que j'ai vu, il a fait autour des 100 000 entrées. De toute façon, on va voir que c'est un film assez difficile à classer. Et donc, oui, pareil, moi, j'avais dû voir passer la bande-annonce. C'était en plein dans la Jonathan Cohen mania, j'ai envie de dire, où il enchaînait les projets en 2020. Et effectivement, je me retrouve devant le film et je trouve... j'ai été assez surpris de l'ensemble. Dans un sens plutôt positif. Je l'ai même noté en tant que coup de cœur de l'année 2020, parmi mes coups de cœur, j'ai envie de dire. Et donc, pour vous faire un petit résumé de l'intrigue, donc on va suivre un couple, donc joué par Jonathan Cohen et Marina Foïs, qui sont Fred et Claire. Claire, qui est une pianiste de renommée internationale, qui fait des tournées à travers le monde entier, et qui est donc suivie par son mari, qui... on va dire, gère un petit peu, beaucoup, même trop, sa vie, qui lui tient lieu de manager, vraiment, il s'occupe un petit peu de tout pour elle. Et ils sont très bien comme ça, ou apparemment. Et un jour, Fred a une lubie, il aimerait fonder une famille et avoir un enfant, alors que avoir un enfant n'est pas, semble-t-il, compatible avec leur mode de vie. Et donc, il va trafiquer les pilules contraceptives de sa compagne pour qu'elle tombe enceinte sans qu'elle le sache. Voilà un petit peu pour la réalisatrice et le film succinctement. Maintenant, on peut passer à la bande-annonce. Quoi? J'ai grossi. T'as pas grossi, chérie, t'es magnifique. Mais c'est quoi ces mes seins? Ils sont énormes. Ah oui, il y a une grosseur là. Une tumeur? Ah je comprends. C'est un bébé. Un bébé cancer? Coucou.
coucou, le cucu. Comment t'as pu me faire ça? Écoute, Claire, je vais m'en occuper. Alors du coup, après avoir visionné cette bande-annonce du film Énorme de Sophie Le Tourneur, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Quelles étaient vos impressions avant de voir le film? On va commencer par toi, Izzy. Alors pour moi c'était une sorte de comédie absurde d'une grossesse du coup non voulue qui vient basculer le couple. Et j'ai vu aussi, on aurait dit, un monde patriarcal, mais dans le genre inversé, un peu hypocrite, en mode la femme est en avant, mais c'est l'homme quand même derrière qui gère tout. Mais c'est quand même la femme en premier, sauf qu'en fait c'est l'homme qui fait vraiment tout. Et il avait l'air très investi, machin, dans tout ce qu'il faisait. Et après, j'avoue, je suis honnête, la bande-annonce me donnait pas trop envie. J'étais là, oula, on dirait un truc pas... Enfin, je sais pas mon genre, mais j'ai confiance au goût de Boris. Du coup, je m'étais dit, vas-y, on va voir. Mais surtout, pour moi, on ressentait un peu l'homme, un peu au service de sa femme, mais un peu dans l'ombre, tu vois. Mais une ombre un peu hypocrite, dans le sens où c'est quand même lui qui a la main sur tout, mais sous Enfin, c'est quand même elle en premier plan, quoi. Je sais pas si je suis claire avec ce que je veux dire. Mais voilà, en tout cas, première impression. Ok, je vois. Intéressant. Et toi, Zach? Donc moi, la bande-annonce, j'ai un peu triché parce qu'en fait, j'ai regardé le film et j'avais oublié de regarder la bande-annonce. Du coup, je l'ai regardé après. Mais cela dit, je suis pardonné puisque je l'ai vu à l'époque et je me rappelais à peu près de l'effet qu'elle m'avait fait. Et donc, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, en fait, là, en ayant vu le film et en voyant la bande-annonce est... nous fait penser que ça va être une comédie un peu classique, voilà, comme tu disais, Jonathan Cohen Mania, tout ça, un peu surréaliste, avec un concept un peu fantastique, mais pas vraiment, tu vois, avec une histoire assez classique, somme toute. Mais, je sais pas, il y a quand même notamment le ratio un peu, j'ai l'impression que le ratio est un peu bizarre, et certains plans faisaient dire que il y avait quand même une espèce de recherche un peu, tu vois, visuelle. Mais c'est tout, tu vois. Je me suis pas dit, oh, ça va être incroyable, tu vois. Mais je savais qu'il fallait que je le voie. Et du coup, voilà. Merci pour vos impressions. Je vais essayer de livrer les miennes aussi un petit peu parce que mon souvenir du film était un peu flou. Je sais qu'il m'avait marqué à sa sortie, mais sa bande-annonce, je m'en souvenais plus trop. Et donc là, en le revoyant, je me suis dit, c'est un petit peu catastrophique et assez mensonger. Comme le film est assez inclassable, comment tu vas le vendre? À part déjà sur ces deux interprètes que sont Jonathan Cohen et Marina Foïs. Et comme on était en plein dans la vague de Jonathan Cohen, en plus qui la même année, il avait joué dans pas moins de 3 films. J'ai regardé un petit peu là sa filmo. Il y avait eu Tout simplement Noir, Terrible Jungle, etc. Enfin des trucs où il enchaînait toujours un petit peu le même type de rôle. Et il y avait aussi surtout sa série Canal+, là, La Flamme, qu'il avait définitivement... mis parmi le milieu des humoristes, des acteurs comiques préférés des Français, si je puis dire. Et donc là, tu as l'impression de voir bande-annonce d'un film populaire, comédie populaire française. Alors, pas celle avec Didier Bourdon ou Christian Clavier, mais voilà, un peu quelque chose qui ravira les familles. En plus, c'est marrant, on va parler d'un sujet peu commun, peu commun non, mais... La grossesse, c'est quand même... Il y a pas mal de clichés autour de ça qui reviennent dans ce genre de film. Et rien que dans le ton et la musique utilisée dans cette bande-annonce et la manière dont c'est construit, c'est toujours... on révèle pas mal de gags dedans, puis un temps de pause après. C'est pour faire rire le spectateur devant. Du coup, ça s'annonce pas forcément... j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 1000 fois et tout. Donc, je trouve qu'à ce niveau-là... Comment tu vends ce produit-là et... Enfin voilà quoi. Peut-être que je comprends après du coup les gens qui s'attendent à voir un type de film et qui sont déçus par le résultat. Voilà, mais c'était intéressant d'avoir vos avis là-dessus. Mesdames et messieurs, merci d'éteindre vos téléphones et de manger votre popcorn en faisant le moins de bruit possible. Car c'est l'heure de l'ultime séance. Alors pour cette ultime séance sur Énorme, j'ai décidé de vous sortir 3 axes d'analyse pour orienter un petit peu le débat. On va parler d'abord de la relation du couple, puis de l'aspect documentaire du film, et la dernière partie j'en suis un petit peu moins sûr, mais la part un petit peu body horror, ou en tout cas le jeu sur le corps humain dans le film.
si vous avez des choses à dire. Mais d'abord, je vous propose qu'on discute de ce couple formé donc à l'écran par, je le rappelle, Jonathan Cohen et Marina Foïs, Fred et Claire. Donc, allez-y, livrez-moi vos impressions sur eux, uniquement sur vraiment ces deux acteurs, leur relation à travers leurs personnages dans le film. Parlons juste d'eux et pas du tout de ce qui est, je sais pas, mise en scène ou autres personnages qui graviteraient autour d'eux. Alors du coup, Izzy, si tu as des choses à dire, je te laisse commencer. Oui, ce couple est très particulier, quoi. On le remarque très rapidement, la relation inégale entre l'homme et la femme, qui est pas du tout égalitaire. Et donc, comme j'avais dit, un peu l'impression que j'avais de la bande-annonce, c'est vraiment, t'as la femme mise en avant et tout, qui est l'artiste prodigieuse, machin, et l'homme qui est du coup en même temps son mari, son agent, son manager, enfin, il fait un peu de tout. Et même ce qui m'avait un peu étonné, c'est qu'il contrôle même sa pilule contraceptive, donc il maîtrise en plus son corps aussi. Et donc ouais, pour moi, je le voyais vraiment une sorte d'hypocrisie où ouais, on met en avant la femme en mode oui, et en fait c'est l'homme qui vraiment gère tout. Limite ils gèrent aussi l'argent, sa carte bleue, enfin on sait même pas, mais il l'accompagne tout le temps. Même lui, dès qu'on parle à Claire, c'est lui qui répond comme si lui c'était Claire. En fait elle est vraiment en arrière-plan, mais en même temps on voit ce côté un peu de genre renversé, par exemple pour les scènes de sexe qui sont très perturbantes. Notamment une scène où la femme du coup elle rentre, elle est fatiguée, comme dans une société un peu cliché, l'homme vient de travailler, il est fatigué, la femme doit soulager l'homme ou je sais pas quoi, ce genre de truc un peu cliché. Ouais. Et là c'est l'homme qui vient pour du coup la soulager. Vraiment il y a ce terme employé, et dont une scène de sexe, une des premières je crois, c'est un cunilingus du coup mais debout. Alors que souvent, ça, c'est plus un truc que tu vas faire allonger, et du coup, ça rappelle un peu l'homme et la femme lui suce la bite, tu vois, genre à genoux, tout ça. Forte. C'est vrai qu'on avait... j'avais pas vu ça. J'avais pas capté du tout, moi. Ah ouais, moi, je sais que ça m'avait un peu... J'étais là, oula, et genre vraiment, elle lui tient la tête comme si vraiment c'était le genre inversé, en fait, ce cliché-là. Et ouais, la femme même a un comportement un peu, pas masculin, mais un peu toujours blasé, toujours à travailler... Elle laisse l'homme faire tout, comme un peu une femme au foyer qui ferait tout pour son mari, machin, le soulager, tout ça. Mais en même temps, il contrôle tout. Enfin, tu sais, c'est très ambigu leur relation. Mais en tout cas, elle est clairement pas égalitaire. Ok, super. Merci pour ces remarques très intéressantes. Zach, est-ce que tu veux enchaîner dessus, justement, sur peut-être soit le rôle donc du mari qui semble... vraiment plus mise en avant dans cette relation qu'on a vue, donc qui est déséquilibrée, ou bien justement continuer sur cette question d'inversion des genres, ou en tout cas des rôles genrés tels qu'ils sont admis en général dans notre société. Ouais. Déjà, je veux juste dire que le personnage de Jonathan Cohen est un énorme psychopathe, parce que faut être complètement Starbucks pour faire ce qu'il fait dans le film, genre... Enfin, c'est quand même juridiquement pas très sain. Non, mais en vrai, sur ça, enfin, franchement, je trouve que Izzy, elle a un peu bien dit le truc. J'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. Oui, enfin, dans le film, on voit ça. Puis, enfin, c'est fou le moment où, genre, mais en fait, c'est le moment, enfin, je veux dire, l'apothéose de ce truc-là de la femme, enfin, de l'inversion des genres, c'est quand elle arrive toute seule à l'hôpital et elle dit il faut prévenir mon mari. Et elle sait même pas son numéro de téléphone, tu vois. Je trouve que là, c'est vraiment genre, elle est toute perdue sans lui et tout, alors qu'elle se sépare de lui, tu vois, pour s'émanciper, pour lui montrer qu'elle peut être quelque chose sans lui, mais au final, on voit qu'elle y arrive pas du tout, quoi. Enfin, si, à la fin, mais après, mais voilà, enfin bref. Mais non, mais sinon, on n'avait pas parlé des... Tu voulais pas qu'on parle des acteurs aussi, du coup ? Bah si, allez-y, hein, c'est le moment. Mais moi, je peux parler des acteurs plutôt. Bah vas-y, te gêne pas. Alors, je vais parler des acteurs, mais du coup, parler des acteurs va me faire un peu parler de mise en scène, mais en vraiment vite fait. Je trouve qu'ils sont plutôt bons, même si là, moi, actuellement, à mon niveau, je commence à en avoir plein le cul de Jonathan Cohen. Je viens de te dire ça. Mais oui, mais non, mais gros, j'ai même pas fini Sentinelle, hein, genre, j'en ai marre. Genre, c'est passé de génie absolu pour moi à gros casse-couille, tu vois. Déjà, il est trop présent, et il a le syndrome Christian Clavier après Les Visiteurs, tu vois.
Genre où peu importe le rôle, il fait toujours la même chose, tu vois. Ok, il y en a qui le comparent un petit peu à De Funès dans le sens... c'est Oui, un personnage oui, qui clairement, est ouais. stéréotypé tout le temps pour jouer une variation du même gars, quoi. Il y a un peu ça. Mais là, pour le coup, c'est vraiment une variation parce qu'il a pas ce côté débile dans ce film-là. Enfin, il a le côté gamin, il a le côté enfant, ça c'est sûr. Mais en même temps, il a pas le côté débile qu'il a dans La Flamme et tout, parce que là, il est super... il est limite un peu manipulateur, tu vois, il gère tout, il est super organisé, il est organisé pour deux, en fait. Et voilà. Mais du coup, il joue toujours le même personnage, je trouve. Il a toujours les mêmes mimiques, les trucs. C'est vrai que De Funès, du coup, ça rentre bien, ou Jim Carrey, ou tu vois, des trucs comme ça. Mais je trouve que avec la réalisation et le point de vue de Sophie Le Tourneur, ça me fait passer la pilule plus facilement que si c'était un réal balèque random, tu vois, où c'était filmé à la ZOP. Parce que là, il y a un vrai parti pris de mise en scène, un vrai parti pris de montage, d'humour, de direction d'acteur et tout, qui fait que, du coup, je trouve que c'est différent. Même si les registres comiques qu'il utilise sont toujours sensiblement les mêmes, et c'est mimique, mais c'est pas mal. Et Marina Foïs fait le café comme d'hab, quoi. Marina Foïs, de toute façon, j'ai toujours trouvé que c'était une actrice très cool, très sympa. Bah moi, surtout mon truc de base que j'ai, c'est avec La Tour Montparnasse Infernale, quoi, parce que c'est le film que j'ai vu quand j'étais petit pendant je sais pas combien de temps, je sais pas combien de fois. Et du coup, moi, j'ai un peu ce modèle-là, si tu veux. Et quoi, ou les trucs des nuls, les trucs des Robin des Bois, tout ça. Et au final, c'est pareil, elle joue toujours sensiblement la même chose au final. Et elle a pas de grands écarts. Enfin, je sais pas si je l'ai vu dans grand chose. Je l'ai pas vu dans Police, cela dit. Apparemment, dans Police, c'est assez différent. Mais bref, je divague. Mais en gros, les deux, je les ai trouvés très bons. Assez, comment dire, assez réalistes. Ce qui va avec le truc du jeu. Et en même temps, sur certaines scènes, je les trouve super théâtrales. Il y a une scène, genre la scène où ils sont chez la psychologue, là, ou je sais pas quoi. Je trouve que les réactions de Marina Foïs sont super théâtrales, genre elle est en mode « Mais arrêtez, laissez-moi tranquille et tout !» Et genre c'est super joué, mais en même temps Ok, cette scène-là, tu veux dire, ouais. Quand on lui touche le ventre... Mais en même temps, oui, voilà, c'est ça. Mais en même temps, le pitch de base du film fait très théâtre de boulevard, tu vois. Ouais. Genre... ça, on en ok. parlera après, mais tu... En gros, il y a vraiment ce truc-là entre le réalisme du documentaire et l'écriture du théâtre, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un entrechocage entre les deux et qu'ils se retrouvent du coup dans leur jeu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci. Je vais essayer de rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit. Donc effectivement, on est face à une comédie absurde, comme ça avait été relevé par Easy. Plus que, je dirais, une comédie dramatique. Et pas du tout la comédie populaire que nous vend la bande-annonce. Pour preuve, un est que je l'ai regardé donc avec toi, Izzy, et t'as pas vraiment décroché de sourire ou de rire devant le film. Je sais pas trop ce qui se passait dans ta tête. Non, mais Rock est À part, ce que nous provoque aussi cette comédie, c'est du malaise. Quant au sujet, plutôt tabou, souvent évoqué et tout. Et comme t'as pu le souligner, moi je trouve au contraire que on a deux comédiens qui sont assez identifiés du public français. Et que là, la réalisatrice va justement les employer, les mettre à contre-emploi de ce qu'on connaît d'eux. Comme tu as pu le souligner très justement, Zach, il y a toute une vague de films avec Jonathan Cohen, où aujourd'hui peut-être qu'on n'en peut plus de le voir partout. Et l'exemple récent que tu as pris, La Sentinelle, qui est un film fait exactement, taillé pour lui, quoi, où c'est les cinéastes, ils vont se mettre à son service. C'est un film de Jonathan Cohen. Mais c'est pas lui qui réalise, c'est lui la star du truc, c'est lui qui porte tout le film. Alors que là, au contraire, comme tu l'as justement souligné, je trouve, c'est un film de Sophie Le Tourneur où elle va le faire jouer et peut-être même se moquer de sa persona en tant que comédien comique, mais à aucun moment on va faire en sorte de le mettre en avant. C'est juste l'histoire qui prime avant tout le personnage. Et questionner justement cette relation de couple qui est complètement dysfonctionnelle. Effectivement, on a donc cette relation toxique, on peut le dire, avec un mari qui est assez étouffant, qui va prendre toutes les décisions pour sa femme, toutes ses décisions de vie, jusqu'à se confondre dans leur rôle, comme tu l'as dit, Easy, où il dit « oui, je suis clair » sur le ton de la blague, mais pour lui, même pour nous, on est assez confus en se disant
Mais en fait, ça serait lui, on va dire, entre guillemets, dans une société patriarcale, la femme dans le couple, quoi. Et même les scènes où, du coup, elle est enceinte. Je sais pas si on parle maintenant de ça. On va y venir, ouais, mais tu Parce que peux... ça rejoint ce que t'as dit. C'est là, il dit, ouais, je suis Claire, machin. C'est comme quand elle tombe enceinte. Lui, il prétend être enceinte ou je sais pas quoi. Il va Voilà. dans les espèces de sages-femmes qui font des cours de comment gérer son corps, machin. Et lui, il vient, il gagne du poids ou je sais pas quoi. On va en parler là dans un instant. Mais juste pour revenir avant cet événement, donc qui va lancer un petit peu l'intrigue du film. Donc on a leur vie qui est faite de voyages, d'avion en avion, d'hôtel en hôtel, où on voit que ça s'enchaîne au début, ils vont d'un pays à l'autre, et lui effectivement se charge de tout. Et donc comme on l'a déjà évoqué, il n'y a rien de stable pour avoir une vie de famille. Et donc vient cet événement déclencheur, j'ai envie de dire, c'est lors d'un voyage en avion pour aller d'une ville A à une ville B, encore pour que Claire joue du piano, il y a une femme qui va accoucher dans l'avion, et donc Fred va venir lui porter secours parce qu'il a un brevet de secouriste, voilà. C'est surtout parce qu'il parle espagnol, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, les deux, je crois. Il parle espagnol comme moi je parle japonais. Mais bref, du coup, il a une espèce d'illumination ou de lubie. Ça y est, il a envie d'avoir un enfant. Et puis souvent, ce qui est assez marrant, c'est que ça va plutôt être en général, parce que quand on est dans le truc traditionnel, c'est la femme qui veut avoir un enfant, parce que c'est la femme qui enfante. Ça, le désir... après, c'est un couple qui vont se mettre d'accord et tout, mais une femme seule peut décider d'avoir un enfant. Un homme, non, quoi. Parce que c'est pas biologiquement possible. Et donc, c'est là qu'il va commettre, on peut dire, l'irréparable, et décider de faire un bébé dans le dos de sa femme, sans son accord, faire en sorte de trafiquer sa contraception et de multiplier les rapports pour qu'elle tombe enceinte, oui. Après, faut pas oublier que c'est sa mère qui lui incite à faire ça. Genre, lui-même, il est en mode, j'ai envie, machin. Et moi, je trouve ça encore pire. Enfin, c'est vraiment la mère qui dit, au pire, elle prend la pilule, c'est toi qui contrôle et tout, vas-y. Tu sais, c'est un peu, c'est encore pire. C'est pas juste son idée à lui, c'est vraiment sa mère qui lui a transmis cette idée-là. Le pied à l'étrier, comme on dit. Genre, ouais, c'est encore pire. En mode, elle pense vraiment qu'à son enfant, tout ça. Elle est en mode, ouais, mais trafique sa pilule et tout. Et enfin, je trouve que sa mère a un rôle aussi important là-dedans. Même si on la voit pas beaucoup en vrai, mais le fait qu'elle lui dise ça comme si c'était tranquille, tu vois, genre comme si tu mettais un dormant dans le thé le soir, bah non, là c'est pas la même chose. Non, mais du coup, pour continuer sur cette idée, donc il va remplacer sa pilule par des placebos, et inévitablement, elle va tomber enceinte. Et donc ça, c'est un délit puni par la loi. Donc en me renseignant, j'ai vu qu'on pouvait parler de coercition reproductive. On a totalement donc Fred qui s'est approprié le corps de sa femme, quoi. Et donc là, on a une ellipse où quelques mois passent directement et elle est déjà enceinte, elle commence à avoir le ventre rond. Et c'est là que, comme tu as dit, Izzy, on constate que le papa est également enceint, en tout cas physiquement vite fait, mentalement beaucoup plus. Et c'est un vrai truc, un phénomène qui peut arriver chez certains couples, quand le père a de l'empathie pour sa femme qui est enceinte. On appelle ça le syndrome de la couvade. Et donc, c'est exactement ce type de symptômes où le papa va prendre du poids, limite avoir un ventre rond et tout. Et alors là, c'est vraiment poussé à l'extrême. C'est pour ça qu'on rentre vraiment dans un truc absurde où il va aller suivre, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais des espèces de cours de préparation à la naissance de l'enfant. Souvent, on voit ça, c'est des femmes enceintes et on leur apprend un petit peu comment gérer ça pendant les mois à venir et tout. Et ça peut se faire en couple parce que voilà, aujourd'hui, dans notre société moderne, il y a plus ce truc-là. Enfin, ça dépend où, hein. Mais en général, les papas sont plus investis dans la maternité. Et il y a aussi, il y a eu des progrès, quoi. Il y a les congés paternité, tout ça. Et puis voilà, en général, c'est un truc qui se fait à deux. En tout cas, quand il y a un couple comme ça. Et donc lui, il va aller à ses cours, mais à la place de sa femme qui porte réellement l'enfant, pour prendre les cours comme si c'était lui qui portait l'enfant, quoi. Et donc là, c'est super intéressant. Enfin, je sais pas, je trouve ça, c'est très décalé et ça crée ce décalage crée inévitablement un humour qui nous met aussi un petit peu mal à l'aise, quoi. Donc ce truc de syndrome de la couvade, c'est avoir les symptômes de grossesse par procuration. J'avais noté quoi d'autre rapidement, que le film abordait aussi un petit peu la question du déni de grossesse quand elle apprend qu'elle est enceinte, mais elle n'y croit pas de suite. C'est assez tragique de voir que lui derrière il se marre et tout.
En fait, c'est ça qui perturbe avec cette comédie, c'est qu'elle va prendre un sujet qui est pas censé être drôle du tout. Et elle va nous en faire rire malgré nous, quoi. Parce que c'est horrible, comme t'as dit, Isaac, ce que fait ce mec-là. Déjà, avant même de la faire tomber enceinte sans qu'elle le veuille, il contrôle toute sa vie, c'est un psychopathe. Là, c'est encore pire, quoi. Et puis, il y a aussi, du coup, la question d'empêchement d'IVG, qui est aussi un délit. Puisque du coup, il va s'arranger de faire en sorte que on dépasse les 3 mois qui sont la limite légale en France pour provoquer un avortement. Et du coup, on apprend des choses. En tout cas, moi, je savais pas que, par exemple, au Royaume-Uni, ils pouvaient faire au-delà de cette date. Bon, après, comme c'est précisé, ça peut mettre en danger. Enfin, c'est plus compliqué et tout. Plus dangereux pour la femme. Oui, voilà. Mais voilà, ce que je voulais dire rapidement aussi, c'était que ce couple qui est assez dysfonctionnel, du coup, comme tu as dit, ils peuvent pas fonctionner vraiment l'un sans l'autre. À un moment, il y a un truc de crise qui se passe. Et c'est là que j'ai trouvé que le personnage de Marina Foy, c'était intéressant. C'était que moi, pour l'avoir vu dans d'autres films ou à travers des médias, récemment, j'avais plus une image d'elle, par exemple, dans les émissions de Burger Quiz avec Alain Chabat. Voilà, c'est une personne qui a du bagou, quoi, et qui est toujours le petit bon mot et tout, qui un petit peu pas grande gueule, mais qui n'hésite pas à ouvrir la bouche ou à parler beaucoup. Et là, c'est tout le contraire. Dans ce film, elle est complètement en retrait, écrasée par son mari, qui a, en plus d'un ventre énorme, il a un ego énorme, en fait. C'est aussi ça, le titre du film, à quoi ça renvoie. Et du fait qu'elle s'écrase de plus en plus et qu'elle n'existe pas, en fait, c'est lui qui la représente jusqu'à ce moment clé pour moi où vraiment, ça y est, elle en peut plus, la cocotte minute explose, il y a les larmes qui montent et tout, et elle dit arrêtez de me manipuler, je suis pas un objet, j'existe, arrêtez de parler de moi à troisième personne, tout ça. Et moi, je trouve que ce moment de rupture était assez fort, puisque c'est là qu'elle commence à reprendre un petit peu le dessus, donc elle décide de se séparer de son conjoint pour aller vivre malgré elle sa grossesse de son côté, essayer de se ressourcer, je sais pas si on peut dire ça. Et il y a même un moment après où ah oui, c'est ça, quand ils veulent déclencher l'accouchement, mais que c'est dangereux peut-être ou quoi, et qu'elle dit non, mais c'est ce que je veux. D'habitude, elle dit rien, c'est le mari qui parle toujours à sa place, d'ailleurs qui est recadré par les soignants. Là, c'est elle qui prend la décision pour la première fois, en tout cas dans le film. Et aussi, je trouve qu'au début du coup du film, avant qu'elle tombe enceinte, tout ça, dès qu'on lui parle et tout, c'est l'homme qui répond. Et après, quand elle est enceinte et tout, je trouve que déjà souvent c'est plus des femmes qui vont lui poser des questions, genre les gynécologues, tout ça. Elles vont lui demander et lui parler à Claire, mais Claire ne dit toujours rien. Mais genre elles semblent un peu plus inquiètes, quoi. Au début, on dirait que le monde, c'est logique que ça soit comme ça. Après, une fois qu'elle tombe enceinte, c'est souvent des femmes, je sais pas si ça sert à ça ou pas, mais c'est souvent des femmes qui vont lui demander à Claire directement « Oui, mais en fait, c'est toi qui décides » et elle décide pas encore. Et une fois que, elle fait ses crises, qu'elle fait sa crise un peu, enfin, sa crise totalement compréhensible, hein, mais petit à petit, après, c'est elle qui répond tout ça, mais je trouve qu'il y a quand même une progression entre elle dit rien, mais on lui parle à elle, mais c'est l'homme qui répond. Après, on lui parle toujours à elle, mais l'homme répond, mais l'interlocuteur demande vraiment à la femme, en fait. C'est pas toi, Fred, là. C'est à Claire dont on demande. Elle ose toujours pas. Et à la fin, genre, c'est comme en 3 temps, tu vois. Genre, et à la fin, c'est bon, elle répond sans l'accord de son mari, sans rien de son mari, en fait. Et, mais je trouve qu'au milieu, on retrouve les femmes ou juste des personnes qui vont lui poser à elle directement la question et dire genre, mec, monsieur, tais-toi, laisse la femme parler, tu vois. On va y venir petit à petit, justement dans un instant. Et c'est là où elle aussi, petit à petit, elle se forme, quoi. Ouais, c'est un libre arbitre, en vrai. Son émancipation, qui est assez progressive tout au long du film. Et voilà, après, les petits points, vous les avez déjà abordés. Moi, je trouvais que c'était quand même, au-delà de cette histoire de grossesse assez loufoque, ça représentait bien une intimité du couple. On y croit vraiment à leur histoire. Enfin, on a l'impression de voir un vrai couple, j'ai l'impression. Et puis surtout, ça tient aussi de nombreuses scènes, on peut dire triviales ou crues, entre un couple, notamment les scènes de sexe avec de nombreux cunilingus et tout. Donc comme tu as dit, moi j'ai plus vu le truc en mode c'est une femme qui est derrière la caméra, donc elle va peut-être plus se concentrer sur la sexualité féminine, mais ça tient encore plus le coup avec la question de l'inversion des genres où en fait c'est peut-être un peu cette pièce-là qui est jouée aussi.
Mais voilà, en tout cas, si vous voulez voir un film avec Jonathan Cohen qui se retrouve la tête coincée entre les cuisses de Marina Foïs, c'est pour ça que je dis aussi c'est assez surprenant. On va pas le voir souvent jouer ce genre de scène, quoi. Et tu t'y attends pas forcément. Donc c'est pour ça que je dis que c'est assez intéressant, au moins, de découvrir le film à ce niveau-là. Je pense qu'on peut passer du coup au deuxième aspect que je voulais évoquer, c'était le côté documentaire qui se dégage un petit peu tout au long du film. Est-ce que vous avez des choses à dire à ce propos, Izzy, pour commencer? Moi, en vrai, je l'ai pas trop ressenti jusqu'à une scène en particulier, parce que pour moi, ça faisait plutôt film d'auteur semi-comique. Et on va dire, je suis pas habituée, mais genre que la caméra reste un peu plus longtemps, qu'il y ait un plan fixe plus longtemps. Enfin, ça m'a pas... Pour moi, il n'y a pas eu vraiment l'aspect documentaire jusqu'à la scène de l'accouchement, enfin la préparation de l'accouchement, où là, j'ai réalisé en mode, il coupe pas, tu vois, genre c'est vraiment, t'as l'impression d'être avec eux et vraiment avoir le vrai processus, surtout que là, c'est une technique longue qu'a fait et tout. Mais sinon, je l'ai pas vraiment ressenti. C'était vraiment plus à partir du moment de la scène de l'accouchement, enfin la préparation de l'accouchement, qui m'a fait penser à cet aspect-là. Et voilà. Ok. Et toi, Zach? C'est vrai qu'au tout début du film, c'est vraiment plus, comme je disais, le côté un peu théâtral qui ressort. Le côté un peu comédie, comique, tout ça. Situation un peu décalée. D'ailleurs, il faudrait que je parle d'une scène qui m'a fait mourir de rire. Parce qu'il y a des passages qui m'ont... Autant toute la fin m'a crispé. J'étais vraiment attaché à mon truc. J'étais pas bien, tu vois, ça m'a mis pas bien. Et non, mais je te jure, la fin, elle m'a rendu anxieux. Hein, c'est terrible. Tu vois, dans le côté horreur, là, que tu as parlé tout à l'heure, pour moi, on va en parler. C'est là qu'il est l'horreur. Ouais. Je pense, ouais. Et genre, comment dire? Non, le côté documentaire, ouais, il arrive un peu quand il rentre à la clinique, tu vois, t'as ce truc de... Ils vont à une clinique, enfin, pas... Même, oui, après cette histoire... En fait, une fois qu'elle est enceinte, c'est pas mal, tu vois. Une fois qu'elle est enceinte, le côté documentaire, il passe vraiment. Même si, dès le début, il y a un peu ça, en mode, on le suit à travers le monde, il parle avec plein de gens dans plein de langues, mais ça va. Mais si. La première scène qui fait un peu docu, c'est la scène dans la réception, là. Ouais. Où il y a plein de gens qui ont l'air un peu riches et tout. Je sais pas, ça fait un peu dispositif interview, je trouve. C'est un peu... je sais pas. Globalement. Mais oui, en fait, je trouve le côté documentaire, il vient surtout du fait que je pense que la plupart des gens sont pas acteurs. Et du coup, c'est super réaliste, en fait. Genre, les dialogues sont pas fake. Genre, les dames, les infirmières, les docteurs et tout qui parlent du truc... Elles ont l'air d'y croire vraiment, tu vois. La meuf qui engueule Jonathan Cohen en disant non mais vous allez pas allaiter, c'est pas à vous de faire ça, vous êtes complètement con. Et t'as l'impression qu'elle l'engueule vraiment, tu vois, prom dug. Et en fait, il y a des trucs, je me demande même s'ils ont pas filmé des vrais rendez-vous, tu vois. Genre c'est pour ça. Il y a des trucs genre l'accouchement, je me demande s'ils ont pas filmé un vrai accouchement au final. On dirait, tu vois, presque qu'ils ont juste fait un contre-champ sur Marina Foïs qui fait semblant de pousser et que le contre-champ avec la sage-femme et tout, c'est un véritable accouchement. Enfin, on dirait, en fait. Et je sais pas si c'est... Genre, la péridurale, je pense que c'est une vraie, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça. Enfin, je sais pas si c'est vrai ou si c'est truqué, mais t'as vraiment l'impression que c'est des vrais trucs. Tout fait vrai. Les scènes de... Comment dire? Oui, du club d'entraide, là, ou du club de trucs. C'est des vrais... c'est que des vraies personnes et du coup c'est super réaliste, c'est super je sais pas, moi je trouvais ça super super unique et super beau et ça fait pas fake quoi, ça fait réaliste et ça empêche ce truc très écrit, je trouve, que peut y avoir dans ce genre de comédie, voilà. Et après et c'est ça, et en fait c'est à partir du moment où il y a l'accouchement réel, en fait c'est distillé un peu. Puis il y a ce truc de la galère de Didi, bon on va changer d'hôpital parce que il se fout de notre gueule là, mais monsieur il y a des rendez-vous avant 3 mois et tout. Il y a un côté un peu informatif qui commence à arriver, et c'est à partir des rendez-vous et tout où t'as l'impression que il t'expose ce que c'est, tu vois, un accouchement. T'as l'impression que c'est un tutoriel d'une grossesse en fait, le film. Genre à partir d'un moment, à la fin c'est voilà comment se passe un accouchement, vous pouvez faire ça mais ça va faire ça, ils s'expliquent des trucs super techniques et tout, tu vois. Et donc voilà, moi je trouvais ça vraiment... c'est le truc que j'ai préféré dans le film au final, je pense, l'aspect documentaire. Ok.
trouvais ça vraiment intéressant. Et en même temps, ce qui m'a le plus fait bader Ouais, bien sûr. au final. Et d'autant plus que le film ne commence pas comme ça au final. Et c'est ça qui est d'autant plus perturbant, on va dire. Alors, ok, je vais crever l'abcès tout de suite. Peut-être tu t'es renseigné ou peut-être, en fait, ça se voit, ouais, il y a une impression, mais effectivement, après m'être renseigné, je crois vraiment que les deux seuls comédiens, donc c'est Jonathan Cohen et Marina Foïs, et tous les autres sont de vraies personnes qui exercent leur vraie profession. C'est pour ça qu'on a du coup un petit peu ce décalage souvent dans le jeu, entre peut-être des fois le côté trop théâtral des comédiens professionnels et les soignants en face qui des fois jouent mal, surréagissent, où on voit certaines des fois qui se retiennent de rire quand Jonathan fait l'abruti. Ça, c'était assez marrant à remarquer. Mais avant de revenir là-dessus, déjà rien qu'au niveau même formel, ce format 4/3 de l'image va rappeler un petit peu une approche plus, bon, peut-être film autorisant, mais quelque chose de moins cinématographique déjà que quand on pense à un truc comme le cinémascope, très étendu, sur la largeur. Là, on revient à, j'ai envie de dire, un format plus proche de l'humain, quoi. Bon, c'est un petit peu bateau de dire ça, mais c'est un peu la vérité. Et même niveau optique, niveau visuel, alors je sais pas, moi je dirais, je suis pas non plus un expert des optiques utilisées, mais il n'y a pas vraiment de rendu cinématographique. C'est ça qui est assez perturbant. Il y a un rendu très réaliste, avec des profondeurs de champ à taille humaine, comme si c'était des 50 mm utilisés. C'est une focale un peu standard voilà, qui est ça. normale, quoi. Un Comme truc... si c'est toi qui l'avais filmé. Ouais, c'est ça, un truc passe-partout pour se rapprocher au plus près de la vision humaine, quoi. Et donc, ouais, moi je trouve qu'il y a un peu ce truc-là, on peut dire que c'est assez épuré comme mise en scène. Même si certains cadres, on sent qu'il y a eu un effort de composition, en général, le but c'est de capter du réel. Mais du réel recréé, parce qu'on a ces deux comédiens qui au milieu, ils ont leur texte, et donc ils vont donner la réplique à des gens qui, eux, c'est pas leur métier. Je me demande vraiment si les soignantes, on leur a juste demandé, ok, il va y avoir telle situation, vous devez répondre comme si c'était des vrais patients. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça, quoi. Et c'est ce qu'on a pu voir. Et donc oui, effectivement, tout le monde est vrai, mais il n'y a pas que les gens personnels soignants, il y a aussi le chaman là, qui vont rendre visite, du coup c'est un vrai chaman. Et celui qui parle comme ça et tout. C'est mon personnage préféré, voilà, celui qui m'a fait le plus rire de tout le film. Ah bah ok. Et le gynéco, l'hypnotiseur aussi, à un moment il va voir une avocate quand il lui dit « Ouais, elle a enlevé mon fils, enfin mon bébé... mais il est dans elle, il est dans ma femme. Enfin, ça me fait mourir de rire. Mais du coup, tous ces gens-là sont vrais. Mais j'étais en mode, attends, il y a quand même des trucs. Et en fait, j'ai appris aujourd'hui, en essayant de me renseigner sur le film, j'ai retrouvé un extrait d'une interview ou d'un podcast, je sais plus exactement. Et en fait, apparemment, même la mère de Jonathan Cohen, du coup, c'est sa vraie mère. Voilà pour l'anecdote, un peu folle. Ah ouais. Donc, ouais, ils sont allés vraiment chercher des gens du réel, en fait. Et je sais pas ça. voilà, ça c'était vraiment pour l'aspect documentaire. Et effectivement, du coup, on se rend compte que le film, ouais, peut-être qu'au départ, il part... Moi, je trouvais que l'aspect documentaire était présent dès le début, parce que même dans les réceptions d'hôtel, c'est des vraies personnes qui travaillent à l'hôtel qui leur donnent la réplique, quoi. Oui. Mais effectivement, on a le côté un petit peu léger, comique, et qui, après, le côté... je vais vous expliquer ce que c'est une grossesse d'un point de vue médical, mais vraiment très renseigné, en fait. En fait, j'ai regardé des interviews de la réalisatrice rapidement qui disait que pour ce film, l'idée lui était venue pendant qu'elle-même était enceinte au terme de son 9e et dernier mois. Et ensuite, elle disait que pour écrire son scénario, elle s'était renseignée pendant des mois, voire des années, auprès de vrais professionnels, en allant les interroger directement et tout, et à partir de là, construire un récit comme ça un peu loufoque. Donc voilà, en fait, c'est elle-même qui est assez attachée à ce côté réaliste, documentaire. Du coup, qu'on retrouve, moi, dans son dernier film, Voyage en Italie, où le procédé est un petit peu le même, c'est... on est un peu sur de l'anti-cinéma, quoi. On est sur de l'anti-spectaculaire, on est sur du quotidien banal, voilà, avec un petit peu un brin de folie à l'intérieur, quoi. Et effectivement, pour revenir sur l'accouchement, je me suis également posé la question. Je pense que, en fait, dans mon souvenir, je pensais qu'on voyait quand même plus d'images graphiques. Tu sais, où on verrait la Tosha avec le bébé qui sort et tout. Il n'y a pas vraiment ça. Non.
Mais effectivement, je voyais le plan, champ contre champ, je me disais, attends, mais à tous les coups, on fait exprès de pas filmer vraiment la tête de Marina Foïs avec les jambes écartées, donc c'est très probable que ça soit une vraie personne qui a donné son accord pour filmer son accouchement, tout le travail nécessaire en amont et tout. Et voilà, comme les bébés, les nourrissons qui sont de vrais nourrissons, ça se voit clairement. Alors ça, c'est vraiment des procédures, des trucs très encadrés où tu as le droit, mais enfin, dans certains films comme ça, ils te donnent le nourrisson dès qu'il vient à peine de naître et tout. Les parents n'ont aucune scrupule, ils capitalisent tout sur leur gosse à peine né. Super. De fou. Mais ouais, comme tu le soulignes aussi, Izzy, du coup, c'est là qu'on sent vraiment, parce qu'on a aussi peut-être ça, le côté anxiogène, c'est tout, on montre rien sans ellipse, quoi. On est sur la longueur, on est sur le temps que ça va prendre, tu passes des heures, même l'anxiété de plusieurs jours avant et tout, les nombreuses rendez-vous, les allers-retours. Ouais, on entre vraiment dans le côté, je sais pas comment on dit, pratique de l'exercice de l'accouchement. Vous aviez des choses à rajouter peut-être au vu de ces révélations? Toi, par exemple, Izzy, du coup, est-ce que tu t'es dit à un seul moment... les gens, ils jouent bizarrement quand même, ça serait des vrais ou pas ou t'es surpris d'apprendre ça? Moi, je sais que c'était pour le chaman, là, un peu, où j'étais là, ouais, il parle, il articule pas et tout, tu sais, il parle comme si... Il avait trop crié la veille, ouais. Genre, ouais, non, mais je sais pas, Il ça parlait faisait comme très ça. vrai, tu vois. Enfin, pas très vrai, mais genre, je vois tellement ce genre de personnes, tu vois. Genre, ça existe, ce genre de personnes où c'est là, et genre, tu marmonnes et tout. Et lui, pour le coup, je trouvais qu'il faisait, vraiment personne réelle, j'ai envie de dire. Et par contre, pour les autres, non, ça m'a pas marqué. Pour moi, maintenant, il y a de très bons acteurs et tout, même s'ils sont pas connus. Enfin, tu sais, tu peux très bien mais en fait, incarner ton il y a rôle. pas d'acteurs. Oui, justement, oui, je sais. C'est Mais même je pas veux des dire, acteurs qui sont pris comme ça. Enfin, si, pour le coup, mais c'est pas des gens qui derrière vont continuer à jouer. Ouais, je sais. Mais genre, juste pour moi, ces gens-là, ça aurait très bien pu être des acteurs. Je veux dire, je voyais pas la différence. Ouais, bah, juste, il y avait ce côté très technique et tout, et c'est une volonté de la réalisatrice. Du coup, c'est juste, elle les a filmés, et eux, ils ont fait, genre, c'était pour de vrai, quoi. Il y a juste la caméra, faut pas que ça les perturbe, et moi, je trouvais que ça allait pas. Et tu sais, il y avait une scène où, quand on l'avait vu ensemble, il y a deux infirmières qui sourient un peu justement au jeu d'acteur de Jonathan Cohen. Pour moi, ça peut très bien être pas écrit, mais genre... Enfin, ça m'a pas... J'étais pas en mode, ouais, c'est en mode documentaire et tout. Ça peut être action naturelle où quelqu'un dit des choses tellement absurdes que... Oui, voilà. Enfin, tu ça ris m'a pas... nerveusement, quoi. Ça m'a pas... Enfin, je sais pas. Enfin, pour moi, c'était juste un film et tout, avec bien sûr deux vedettes et tout du cinéma. Et les autres, pour moi, c'était soit des acteurs pas connus, soit peut-être, des vrais gens. Mais je veux dire... dans les deux cas, ça me dérange pas, et je n'ai pas trop senti cet aspect documentaire vraiment au début, à part vraiment la scène de l'accouchement qui, pour moi, là, on sent le documentaire. Mais sinon, avant, pour moi, c'était juste, tu suivais les deux personnes, et... Parce que peut-être c'est aussi à cause de l'absurde qui vient petit à petit, qui du coup m'enlève un peu de ce côté documentaire. Enfin, moitié documentaire, dans le sens où c'est pas des acteurs. Mais voilà, je l'ai pas senti non plus, ça m'a pas dérangé, quoi. Au contraire, je trouve ça mieux des fois, même les personnes dont c'est vraiment leur métier, ils peuvent vraiment réagir et tout, mais pas remarquer, quoi. Ok. Alors, on peut passer maintenant, du coup, au dernier axe d'analyse que je vous ai proposé, le côté aspect body horror, même si dans mon souvenir, c'était plus viscéral que ça. Finalement, c'est assez léger, mais la chose sur laquelle on peut se mettre d'accord, c'est que si vous avez envie d'avoir des enfants ou que vous ne savez pas trop comment ça se passe, peut-être que ce film ne vous donnera pas forcément envie dans l'immédiat d'en avoir. Non. Parce que on peut dire qu'il est clairement anxiogène sur la grossesse, mais je pense pas qu'il a été fait dans ce but-là. Il y a aussi un côté quand même, surtout le plan de fin qui termine avec le générique qui défile sur ce nourrisson tout juste né. Il y a un truc qui cherche à t'émouvoir ou quoi, tu vois. Mais j'ai trouvé, moi, que ça pouvait se rapprocher d'un film... rien à voir, et un petit peu si quand même. Le film Alien, avec la scène de la naissance d'Alien qui sort du ventre. Moi, j'avais rencontré une femme qui était maman, elle avait la quarantaine et tout, pendant mes études en fac de ciné. Et elle disait que ce film-là, elle l'avait vu, je crois, quand elle était enceinte, ou un peu la période, ça l'avait vachement angoissée et tout. Ça lui avait, ça lui avait fait peur. Donc je me dis, ah ok, ce film-là, il va le prendre le truc frontalement,
et jouer un petit peu sur le corps de la femme qui est déjà approprié par son mari. Et ensuite, alors je sais pas en fait si vous ressentez un peu comme moi cet aspect body horror. Quand on parle de body horror, c'est un peu une partie du cinéma horrifique qui va jouer sur les transformations du corps humain, quelque chose de très organique, qui est notamment ce que fait beaucoup David Cronenberg dans son cinéma, surtout dans les années 80-90. Et aujourd'hui, une représentante française, on pourrait penser à Julia Ducournau par exemple. Est-ce que toi, Izzy, tu vois des éléments de body horror un petit peu dans ce film, ou peut-être que je vais trop loin dans mon raisonnement? Non, si, je trouve qu'on le remarque. Enfin, on le voit petit à petit et après, il va s'accentuer au long du film. Mais rien que le fait qu'elle ait fait un déni de grossesse pendant quasiment 4 mois, donc son ventre est plat. Et une fois qu'elle le sait, son ventre grossit. Et, enfin, 3 ou 4 mois. Mais normalement, t'as quand même, au bout de 2 mois, il y a un peu de ventre. Il y a quand même son ventre, j'ai vérifié, enfin, on voit quand même son ventre qui est arrondi un petit peu, tu vois. Ouais, mais elle le sait pas encore. Si, elle le sait. Ah, et voilà, mais une fois qu'elle le sait, il grossit, quoi. Non, elle est déjà au courant qu'elle est enceinte. Son ventre est déjà un petit peu rond. C'est juste, ils vont à l'hôpital, je sais plus pourquoi exactement, et ils mesurent, et ils se rendent compte qu'il est pas... Enfin, il est rond, mais pas autant qu'il devrait l'être pour le nombre de mois duquel elle est enceinte. Ok, après moi je parlais plus d'avant où vraiment elle découvre qu'elle est enceinte, elle fait une échographie et tout ça quoi. Et là son ventre est quasiment plat et bah, c'est ce qui arrive malheureusement dans une grossesse, ton ventre ne grossit pas, pourtant ton bébé grossit à l'intérieur, mais là en gros c'est pas un fœtus quoi, c'est vraiment un bébé dans son corps et son ventre est censé être Je plus crois gros. qu'il est quand même un peu gros parce que elle se fait manipuler et on lui dit c'est quoi cette grosseur et tout, et elle a peur d'avoir un cancer ou un truc comme ça. Ouais, d'accord. Bon bah enfin bref, pour moi je sais que ça avait commencé mais du coup quand son ventre commence à grossir machin. Et surtout une scène où elle est à l'hôpital, elle veut absolument accoucher pour se débarrasser de ce corps parasite au final parce qu'elle en veut pas, elle en a jamais voulu. Et il y a une espèce de si ton corps déjà tu ne veux pas d'un enfant ou quoi, ton corps inconsciemment va tout faire pour l'éliminer. Et il y a une scène où elle est à l'hôpital et du coup son ventre grossit à mesure inhumaine, enfin il y a impossible. Et j'étais en mode c'est vraiment dégueulasse cette scène, je sais pas, ça m'a dégoûté. Pourtant c'est pas du tout la fin du body horror, tu vois, c'est on va dire même le début. Mais le fait que ça grossisse comme ça, on a vraiment un plan sur son ventre qui grossisse comme un ballon. Genre ça moi je me suis imaginé que ça allait exploser, genre horrible. Même elle psychote là-dessus. Et après pour moi pas le body horror, mais genre c'est vraiment il y a une scène en particulier qui m'a écœurée, c'est quand Jonathan Cohen lui fait une espèce de massage au niveau des lèvres et il regarde un espèce de tuto et vraiment il la touche comme si c'était un objet, genre vraiment comme si c'était un bouton à appuyer pour que ça aille mieux, pour détendre ses lèvres et tout. Genre, alors après on voit pas du tout non, on voit la vidéo du coup c'est caché et on voit juste mais juste on s'imagine mais vidéo, juste vraiment il l'appuie comme si je sais pas, il réparait un four quoi, enfin vraiment ouais, il y a quelque chose de très mécanique dans ces gestes, le plombier. Non mais vraiment débouche la tuyauterie. Ouais, mais je sais pas, ça m'avait dégoûté, genre vraiment elle est en mode je sais pas, elle est saoulée tout ça et genre il le fait enfin c'est pas du tout humain, il y a rien de, c'est très mécanique en mode t'es une machine à faire des bébés, maintenant je prends soin de toi mais de tes vulves quoi, ou de ton ventre, mais pas du tout de ta personne en fait. Alors pour revenir vite fait sur la scène aussi du ventre gonflé comme un ballon, c'est assez surprenant. On s'attend pas forcément à ce genre de scène dans le film, donc quand ça arrive, ça renforce le côté absurde. Mais peut-être quand j'emploie le terme body horror, c'est un peu fort. C'est peut-être plus ce que je veux dire par là, c'est le climat général du film ou les thèmes abordés, parce que souvent l'horreur du corps humain va intervenir de manière pas frontale, mais hors champ, où on s'imagine des choses, on entend des choses. Et là, du coup, ce truc de ballon qui gonfle, c'est presque cartoonesque, en fait, la manière dont c'est représenté. Voilà, on voit juste cette peau distendue, mais après, elle se trimballe avec littéralement une prothèse visible comme un ballon à la place du ventre qui l'empêche de faire du piano, parce que c'est un truc de dessin animé, limite le truc qui l'encombre, qui fait boing boing. Et vas-y Zach, enchaîne. Alors moi le body horror dans le film, donc c'est vrai que le premier truc, en fait j'ai l'impression que de toute façon de base une grossesse c'est du body horror en fait. Ouais. Genre c'est tellement ça déforme ton corps petit à petit.
Et en fait, ouais, t'as ce truc cartoonesque et qui est fantastique, entre guillemets, c'est le truc de quand elle devient énorme, mais ça, au final, je sais pas, est-ce que vous en avez parlé, est-ce que c'est un truc métaphorique ou quoi parce que ça, on a aucune explication de ce truc-là, au final. De quoi? Aucune explication de quoi? De pourquoi elle gonfle comme ça. Ah, parce qu'elle veut... Si, moi j'en ai vite fait parler, c'est que son corps veut l'éliminer au plus rapidement possible, donc c'est comme s'il grossissait pour vite que ça parte, quoi. Parce que c'est peu après qu'elle pète un câble en mode j'en ai marre de mon truc et tout, donc elle veut que ça parte, donc son corps répond et grossit. C'est pour ça que des fois même il y a des naissances prématurées et tout, c'est que des fois, pas toujours, mais la personne enceinte veut que ça sorte, quoi, que ça expulse. Ok. Parce que c'est vu comme un espèce de truc pas bon dans ton corps et que tu veux expulser, tu vois. Genre, Oui. Ton cerveau l'interprète comme ça et le dit à ton corps, tu vois. Ok. Et ce que je veux dire, c'est que pour moi, en fait, le body horror du film, il vient de la réalité, en fait. Pour moi, la péridurale, c'est le truc le plus qui me traumatise le plus. Non, mais c'est horrible comme truc. Tu te rends compte, on t'enfonce une aiguille dans la colonne. Hein? T'as déjà eu une piqûre à ce niveau-là ou pas? Non, mais ça a l'air affreux. Parce que moi, j'ai eu... Ça a l'air ignoble. Et alors, raconte. C'est pas bien. Je sais pas si c'était une péridurale, mais c'est à peu près le même procédé. C'est dans la colonne vertébrale, c'est ça? Ouais, on m'a piqué entre deux vertèbres au niveau... En fait, c'est pour te paralyser, t'endormir tout le bas du corps, quoi. Donc je me dis que c'est sensiblement la même chose. Moi, c'était une opération vite fait qui a duré 10-15 minutes. Je n'entrerai pas dans les détails, mais je crois qu'on a déjà parlé en off en plus. Moi voilà. Je sais. Mais du coup, ils m'ont piqué ces bâtards au-dessus du bassin, au niveau de la colonne. Et vraiment, ouais, je crois que c'est une des pires douleurs que j'ai eues. Comme ils disent, vous allez sentir ça pousse et tout. Mais c'était horrible, vraiment. J'ai l'impression qu'on foutait son doigt à l'intérieur de mon os et tout. J'étais en mode, oh. Et vraiment, ça m'a coupé le souffle. Et ils me tenaient et tout. J'étais en mode, allez. Et genre, ils étaient en mode, non, allez, un peu de courage et tout. J'étais en mode, mais ta gueule et tout. J'étais en mode, ah. Après, ça laisse pas de séquelles ou quoi. Genre, vraiment, enfin, t'as une petite douleur comme un petit bleu, mais vraiment, c'est le pire. C'est le moment où. Parce qu'en fait, je crois qu'ils doivent aller entre les vertèbres pour aller injecter un truc directement dans ta moelle osseuse. Le liquide circule dans les os. Et après, c'est hyper efficace. Ça marche très, très bien. Mais juste, ouais, c'est un mauvais moment à passer, quoi. Là, donc ouais. Mais après, je trouve ce moment dans le film, il est... Enfin, ouais. Sauf si t'as déjà vécu peut-être de la douleur, mais c'est assez court, quoi. On s'attarde pas dessus. Oui, mais nécessaire. Moi, juste ça. En fait, la vision des... Déjà, les aiguilles, j'aime pas ça. Et il y en a pas mal quand même dans ce film-là, je trouve. Il y en a plusieurs. Et non, mais 2-3, genre, voilà, ça va. C'est pas Saw 2 non plus, la piscine d'aiguilles, là, mais... mais genre, pour moi, le body horror, il vient de là, tu vois. Ces trucs-là, au final. C'est les piqûres réalistes, la tête qu'elle fait quand il la pique, mais tout l'accouchement. Enfin, pour moi, le body horror, il vient de là et pas spécialement du ventre qui devient énorme au final. Ouais, parce que cette représentation du ventre, alors ok, il y a peut-être ce que tu dis, Izzy, que elle veut s'en débarrasser, mais il y a quand même un parti pris assumé de... on est d'un côté à la fois sur presque un docu hyper réaliste, très documenté sur comment se passe l'accouchement, et d'un autre côté, Marina Foïs, qui a ce ventre gigantesque, mais si on voudrait être réaliste, il faudrait qu'elle prenne du poids ailleurs sur son corps. En fait, elle est fine comme une allumette, quoi. Du coup, il y a un peu ce décalage. Non, à aucun moment, elle a un corps d'une personne enceinte, quoi. Mais du coup, comme tu dis, ouais, le côté body horror vient plus des éléments réalistes. Parce que souvent, dans des films, l'accouchement ou la grossesse, ça va être idéalisé, quoi. On va passer, ça va être des ellipses, ça va être la jolie femme enceinte, elle a son ventre tout beau, tout rond, que tout le monde vient toucher et tout. Là, on se rend compte que, non, arrêtez de faire ça, c'est pas très agréable, ou t'as l'impression que t'as un objet, quoi, t'es vraiment ce truc de mère porteuse. Sinon, niveau body horror, moi je pensais à des... justement, t'avais dit la manière dont Fred manipule Claire avec ce tuto là où on voit ce sexe féminin en plastique et tout. Quelque chose de très mécanique, mais il y a aussi pas mal de gestes médicaux ou trivial, tu vois, parce qu'en fait, la médecine ou la science, c'est quelque chose de très détaché des émotions humaines, quoi. C'est
la manière dont vous parlez, les sages-femmes et tout, elles font leur travail, tu vois, mais c'est vraiment allez, on y va et tout, genre comme si c'était un effort sportif, tu vois, le truc, c'est un peu ça aussi. Il y a un effort physique intense à donner, mais je pense aussi au moment où Fred touche le vagin de Claire et tout, puis il se renifle les doigts, et puis après il veut faire sentir à la soignante en mode j'avais oublié. sentez l'odeur et tout, c'est naturel, enfin non, elle est en train de perdre les os. C'est pas pareil que d'habitude. Ouais, dégueulasse. Il dit c'est pas l'odeur habituelle ou je sais pas quoi. Voilà, il y a un truc complètement décorrélé du réel où genre l'infirmière ou la soignante le regarde vraiment d'un air ahuri en mode mais il est sérieux ce type ou quoi. Pour moi, elle est là aussi, le côté horreur et tout, vraiment décomplexé. On va faire de l'humour thrash à partir de la grossesse d'une femme, quoi. Moi, je sais que j'ai vu aussi le body horror de manière plus générale, un peu comme tu disais, genre surtout le long, une espèce d'aura un peu horrible. C'est tout simplement que Claire, elle en veut pas de cet enfant. Elle l'a dit, enfin, elle veut pas du tout d'enfant. Elle se retrouve dans un corps coincé. Peut-être qu'on en a déjà un peu parlé, mais pour moi, c'était là vraiment où est l'horreur. C'est que son corps se transforme malgré elle, et genre, elle n'en veut absolument pas. Et c'est surtout ça le pire. Enfin, imagine, tu te retrouves avec un corps, hop, tout va bien, tu prends ta pilule tous les jours, et d'un coup, tu vois, t'as mal au ventre, tes seins grossissent, machin, et t'apprends que t'es enceinte, et tu dois faire avec, tu peux plus avorter. Et pour moi, il est là aussi l'horreur dans ce truc-là, c'est elle est coincée avec cet enfant-là dans son corps qu'elle ne veut absolument pas. Et c'est ça que je trouve horrible, genre, et puis elle peut même plus avorter, enfin elle peut plus rien faire, elle maîtrise plus rien, encore moins qu'avant. Mais ce qui est bien dans le film, c'est grâce ou à cause de ça, elle arrive à se libérer en éjaculant n'importe quoi, en évacuant aussi finalement cet enfant qui est là, comme si c'était une dernière emprise de son mari qu'elle l'expulse, tu sais, genre. Hop, et à la fin, pour moi, la toute fin, je la vois un peu comme elle fait sa vie et Jonathan Cohen, Fred, il a enfin son enfant. Et après, on sait pas s'ils vont rester ensemble ou pas, mais au moins, elle a un peu trouvé sa voie Elle a retrouvé un peu de caractère, elle sait ce qu'elle veut un peu plus, dans le sens où elle fait des décisions déjà par elle-même. Et pour moi, ouais, l'accouchement, ça fait un peu toute l'emprise qu'il y a eu sur lui. Hop, c'est bon, c'est sorti, tu vois. Sur lui ou sur elle ? Sur elle, pardon. Enfin, l'emprise que lui a eu sur elle, genre, tu sais, métaphore un peu, c'est genre tout son truc et tout, hop, oui, bien sûr. Le fardeau. Ça a dû atteindre un seuil énorme et maintenant, ça l'a expulsé, genre vraiment, c'est le cas de le dire, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, en fait, j'avais pas vu ça comme ça, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'au final, tu dis, en fait, moi, j'ai du mal à cerner un peu la morale ou le propos du film, en fait. Parce que c'est après ? Ok. Non, parce que j'allais justement rebondir parce que là-dessus. je trouve que le film, il joue sur plein de trucs et en même temps, tu rigoles avec un personnage qui fait des trucs affreux. Parce que le personnage de Jonathan Cohen, c'est vraiment une énorme merde, en fait. Genre, il pense qu'à sa gueule, il gère tout, et du coup, il se dit que s'il gère tout, voilà, il peut disposer son corps quand même. Et en fait, au final, tu te demandes à la fin ce que ressent le personnage de Marina Foïs, parce que tu comprends très bien pendant tout le film qu'elle le veut pas, cet enfant. Mais à la fin, au final, ça lui a permis quand même de s'émanciper, au final, de son mari. Et de pouvoir prendre des décisions par elle-même, dire des choses et reprendre un peu sa vie en main quelque part. Mais en même temps, il y a tout ce chemin de croix, enfin bref, il y a vraiment tout un truc qui est assez horrible, quoi. Et du coup, ouais, j'ai du mal à cerner un peu le propos et la sorte de morale du film, quoi. Je suis d'accord, surtout que moi, ce qui m'a un peu, pas dérangé, mais sur la longue, c'est qu'on suivait surtout énormément le point de vue de Fred. Et comme si même la caméra, genre, axée sur lui et encore lui, au final... Claire, je trouve qu'on la voit pas. Enfin, on la voit plus à la fin, d'accord, mais toute cette période où elle est dévastée parce qu'elle va donner vie alors qu'elle n'en voulait absolument pas. Et je trouve qu'on continue à filmer Fred comme si c'était toujours au premier plan et tout. Par exemple, quand il va au truc avec les sages-femmes et tout pour se préparer, elle, on sait pas ce qu'elle fait à ce moment-là. Enfin, on est beaucoup du point de vue de Fred. Et même ça, c'est agaçant, en fait. Moi, je sais pas vous, mais j'en avais marre de le voir lui, genre, il est tellement horrible, machin. Et je voulais voir comment elle est Claire, tu vois. Sauf que même ça, on nous autorise pas à la voir et on le voit qu'à la fin, de plus en plus, quoi. Mais moi, ça m'a pas dérangé parce que je trouve que justement le propos du film, c'est qu'on voit, c'est lui qui est enceinte en fait. Oui, physiquement et mentalement. Physiquement, c'est plutôt elle, véritablement, mais lui par procuration.
Et dans sa tête, c'est lui, c'est son enfant à lui. Il y a vraiment cette relation entre les deux qui s'est détériorée où, bah ouais, il s'est juste vraiment servi d'elle comme d'un objet. Donc, moi, je trouve pas que ça prend parti pour lui plus qu'elle. Ah oui, j'avais noté une phrase, il l'aperçoit comme une commande Amazon, mais genre juste il y a marqué c'est fragile, tu vois, genre faut faire attention. Genre, en mode c'est un colis. Et le délai de livraison, il est super long. Ouais, c'est ça, ouais. Il dit, tu sais plus trop quand il vient, bon finalement c'est un mois plus tard. Mais ça rejoint un peu ce que t'as dit, parce que elle envoie pas du tout de l'enfant. Elle est même presque pas consciente que son corps est en train de changer. Après, quand elle s'en rend compte, c'est un peu tard. Et donc, c'est vraiment lui qu'on va suivre parce que c'est lui qui porte le projet de l'enfant à lui tout seul. Mais voilà, c'est comme lui, il peut pas enfanter. Du coup, il a fait cette crasse à sa femme, quoi. Et je voulais venir justement sur ces questions de morale du film ou propos qu'il essaie de tenir ou de donner. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais du coup, le film, il a fait polémique au moment de sa sortie, où il a été accusé d'être anti-IVG, en fait. Parce que je pense c'est le personnage on présente un personnage qui se retrouve enceinte malgré elle, mais qui malgré tout il y a un petit côté, on va lui montrer toutes ces épreuves là, finalement c'était pour un beau rendu, quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez à ce propos là. Est-ce que vous trouvez qu'il est pro-IVG, anti-IVG ou pas du tout? Je peux commencer? Tu peux commencer. Ouais, vas-y, t'auras plus de trucs à dire que moi. Termine le game. Non, moi je suis pas du tout d'accord parce que pour moi la fin, c'est un peu genre elle a fait son truc et après elle reprend sa vie seule, tu vois. Par exemple là elle va au concert, quand on la voit au Philharmonie de Paris, machin, du coup le mari il est avec l'enfant, quoi. Et il est pas avec elle comme son agent au début du film. Oui, pour moi, c'est normal, il s'occupe du gamin. Il va pas venir avec le gamin. Ouais, mais pour moi, c'est du coup, elle, maintenant, elle gère ses trucs et pas sûr que... Enfin, après, à la fin, je savais plus parce qu'ils se re-embrassent quand même, comme s'ils retrouvaient leur amour, machin. Ils se sont remis ensemble à la fin. Ils sont pour moi, ensemble ça va rester une relation toxique de ouf où ça va pas... C'est Zach qui l'a dit, le moment où elle va toute seule à l'hôpital et qu'en fait, elle se rend compte qu'elle est perdue sans lui. Parce que malgré tout... Mais c'est pour ça que c'est dysfonctionnel et toxique, mais elle a besoin de lui, en fait. Ouais, comme il a besoin d'elle, mais pour son travail, quoi. Mais après, je dirais pas que c'est non plus contre IVG du tout. Enfin, c'est juste, ça te met en lumière un peu le processus de grossesse, jusqu'à quand, d'ailleurs, tu peux t'avorter, machin. Mais je vois ce que tu veux dire en mode, elle voulait pas d'enfant et finalement, elle en veut, c'est ça, genre, un peu le truc. Non, je dirais pas qu'elle en veut, mais en fait, est-ce que ce film va montrer une bonne image de la grossesse ou au contraire te montrer son horrible cruauté, son horrible réalité plutôt? Pour moi, on voit l'horrible un peu réalité. Mais je dirais pas que c'est un truc contre IVG, tout ça. Enfin, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux par ça. Et moi, je l'ai perçu comme quoi elle le veut toujours pas de cet enfant. Et pour moi, elle va pas forcément s'en occuper, tu vois. Donc, je le vois pas en mode contre IVG parce qu'elle, elle a fait son taf malheureusement parce qu'elle avait pas le choix. Elle a dû accoucher, machin. C'était trop tard pour avorter, donc elle le fait. Et hop, une fois que c'est sorti, elle reprend sa vie. Et je pense que c'est pas qu'elle s'en battra les couilles, mais c'est comme si c'était pas son enfant, tu vois. C'était vraiment une commande, quoi. Elle a livré, maintenant, elle continue sa vie. Oui. Bon, après, je cherche pas de réponse à ce débat que je trouve puéril déjà. C'est juste... honnêtement... C'est juste une polémique qui est sortie de gens de droite qui aiment pas le cinéma d'auteur de gauchias. Ouais, ça doit être ça. Non, mais en vrai, oui, franchement, j'avais même pas pensé à ça, tu vois, je vois pas... Ok. Ouais. C'est pas comme s'ils en parlaient pas, en plus, tu vois, genre... Mais c'est ça qui est d'autant plus cruel, Enfin, moi, je trouve que... En fait, c'est ça qui est terrible, quand même, dans ce film, c'est que tu ris de trucs qui sont affreux, quoi. Ouais. Genre, vraiment... Un côté humour noir, ouais. Quand il regarde, quand il tape délai maximal IVG, Ouais. et qu'il regarde, il dit « On pourra pas voir le gynécologue avant 15 jours. » Et t'es en mode « Mais quel gros fils de pute !» Ouais. Genre, vraiment, quel énorme salope. C'est un manipulateur, mais du futur, quoi. Genre, Même quand, tu sais, pour la chasse d'eau, à chaque fois, ça marche pas dans les hôtels parce que... Mais ça, c'est drôle, pour le coup. Je trouve ça marrant. Le truc de il arrête la chasse d'eau pour vérifier, oui, tout voilà, ça c'est drôle. Ça va pas lui porter pas, ça le mal est déjà fait à ce moment-là. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment le truc où il cherche la date, tu vois.
Genre ça, c'est horrible, quoi. C'est pas genre, il lui dit non, t'inquiète, y a rien. Le gars, il a prévu dans sa tête enfin, c'est horrible. Et C'est puis affreux, je trouve. quand ils sont du coup au gynéco et qu'on apprend direct qu'elle est enceinte et que lui il est derrière comme ça en mode Avec son sourire. c'est des choses qui arrivent et tout genre je suis innocent machin, enfin c'est horrible aussi. C'est horrible et tu ris malgré toi, tu t'en veux de rire quoi. C'est un peu ça que te fait Ouais, c'est ressentir un le peu film. ça, ouais. Après, j'avoue, moi, après, peut-être j'ai pas d'humour, mais j'ai pas tout le temps ri non plus. Enfin, peut-être c'est juste ça me fait pas rire. Il y a certains trucs, genre, tu sais, un petit sourire sur le côté, tu vois, mais j'ai pas fait genre tu vois, genre. Non, mais- Oui, mais il y a vraiment des scènes qui m'ont fait. Mais c'est juste, moi, c'est la scène du chaman, elle m'a fait Ouais, le taper chaman, des c'est barres, marrant, mais genre. ouais. Moi je pense Vraiment. que la scène qui m'a fait le plus rire c'est quand il part dans les aigus parce que là c'est du pur Jonathan Cohen. Quand il lui dit mais ça c'est du poisson, c'est assez drôle déjà de base qu'elle Ouais. elle est là, oui j'ai pris du fromage, puis après du vin, Ouais, puis c'est après j'ai eu marrant, envie ça. de fumer et tout ça, alors qu'elle est enceinte Ouais. jusqu'au Non, ventre, c'est jusqu'aux j'ai yeux. fumé une clope. Attends, c'est quoi ça? Non, elle a j'ai pris mangé clope du parce que fromage, j'ai- du non, coup du non, vin, parce que- du non, coup oui, des mais- clopes. Elle voulait faire passer le goût Oui, du mais fromage, justement, donc elle a pris du Elle dit- vin, et c'est quand qu'elle le dit, elle a c'est qu'elle bu, le dit à- elle a eu envie de fumer. Oui, mais C'est elle le ça. dit à l'envers, c'est ça qui est plus drôle. C'est Ouais, qu'elle dit ouais, genre, ouais. pourquoi t'as pu la clope? Retourne, Bah, j'ai fumé une la clope. cause. Pourquoi t'as fumé une clope? Bah, parce que j'ai J'ai bu du vin. Pourquoi Et t'as du coup, bu ça du m'a donné vin envie de fumer. Ouais. Mais pourquoi ça. t'as bu du vin? Parce que j'ai mangé du camembert et tout. Mais t'aimes pas le camembert? Ça, c'est trop drôle. La scène aussi, la scène de... Comment dire? De celle où il explique, là, dans la première clinique, où il explique comment il veut allaiter, en même temps, il relie un Ah truc oui, au sein de la mère et tout, machin. Ouais. C'est là, et elle fait, mais vous ne pouvez pas, monsieur, ce n'est pas possible. Et genre, je sais pas, c'était trop drôle. Mais vraiment, juste le chaman, genre, j'ai fait un stage, vous avez fait où? Dans quel pays? Et le gars, il dit à Mâcon, ça m'a fait trop rire. Et le truc, genre, c'est quoi comme musique? C'est de l'indien? Non, c'est du pagan metal allemand. Et je dis, mais c'est trop drôle. Ça, des blagues sur le pagan metal allemand, c'est pour moi, tu vois. D'où dans un film français d'auteur drôle qui parle d'accouchement, tu vas avoir des blagues sur le pagan metal allemand. C'est trop drôle. Voilà, ça m'a fait trop rire. Ça m'étonne pas. Je voulais juste parler un peu de la fin du film. Parce qu'en fait, je trouve qu'elle est assez inattendue au final. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une sorte de retournement fantastique un peu. Genre qu'il y ait un truc un peu bizarre, un truc un peu... Parce que c'est pas possible juste que le ventre il devienne énorme comme ça et qu'après il n'y a rien de plus avec ça. Et du coup, je m'attendais à ce qu'il y ait une sorte de retournement de situation ou une fin un peu décalée, un peu marrante. Et en fait, non. C'est juste genre... C'est juste, ils accouchent. Et j'aime bien parce que ce générique sur le plan du bébé, c'est un peu... Ça dit un peu genre, bah... Tu t'attendais à quoi, gros? Genre... c'est juste, ils ont eu un gosse, quoi. Et t'as ce plan de bébé qui est... Pendant, je sais pas, c'est quoi? C'est 2-3 minutes de juste de gros plans de bébé, de Jonathan Cohen qui tient un bébé. Et je sais pas, voilà. Je trouvais ça assez... je sais pas si c'est très pertinent ce que je raconte, mais voilà. Je trouvais que cette fin était, au final, peut-être assez déceptive sur le moment, mais qu'au final, elle était plutôt bien trouvée. Ouais, assez convenu, tu veux dire. Inattendu, mais pourtant à la fois banal, quoi. Ouais, à la fois logique. C'était en mode, bah, tu vois, je t'ai montré de A à Z comment se passe une grossesse. Tu t'attendais à quoi à la fin, tu vois? Genre, c'est juste, bah, ils ont eu un enfant, et puis voilà, c'est tout, quoi. Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit Marina Foïs qui va faire finalement son concert de piano, même qu'elle est attendue, parce qu'elle arrive en retard et tout. Et elle est un petit peu débraillée, en fait. Donc si on a bien suivi les dates, je crois le terme de sa grossesse finale, c'était 2 jours avant son concert. Donc on dirait vraiment qu'elle y retourne au travail dès le lendemain ou 2 jours après. Ouais. C'est assez... Enfin, je sais pas, c'est un peu surprenant. Comme si... Mais ça rejoint un peu ce que disait Izzy, le côté elle s'est débarrassée de son fardeau, s'est libérée et tout. Mais je sens pas pour autant qu'elle est... je sais pas, qu'elle est soulagée d'en avoir fini ou elle a l'air très fatiguée, quoi, par l'épreuve qu'elle a surmontée, quoi. Et pour l'aspect ventre, tout ça qui gonfle à un moment et tout, moi je m'attendais pas du tout à un truc... Bah si, ça aurait pu partir un peu plus loin, un truc fantastique ou une fin poétique, j'en sais rien. Ouais, moi je m'attendais à un truc un peu surréaliste ou un truc un peu... Ouais. Un peu étrange, tu vois. Bon, pas au niveau de la fin de Men, tu vois, mais... Oui. mais un truc un peu à la Titane ou un truc comme ça, tu vois. Ah ouais, bah non, je sais pas, après j'ai trouvé que ça me dérangeait pas, ce côté
élément fantastique, on va dire. Ça me rappelle un petit peu ce que fait Dupieux dans certains de ses films, quoi, tu vois, vraiment l'absurde pour l'absurde. Bah puis il y a surtout, je trouvais ça, le parallèle avec Dupieux, je trouvais qu'il était pas mal parce que tu disais tout à l'heure le fait de prendre des acteurs connus et de les faire jouer autre chose que ceux qui jouent d'habitude, bah là on a vraiment ça je trouve, même si c'est beaucoup moins surréaliste et qu'il y a beaucoup du coup ce côté documentaire dont on a déjà parlé. La séance est terminée, il est temps de faire un bilan et de lancer le générique. And the winner is... Donc le générique, c'est le bilan final, le moment où vous allez me donner votre avis global sur le film et me donner une note sur 10 et pourquoi pas un prix ou une récompense que vous aimeriez lui remettre. On commence, allez, pour changer, avec Zach. Alors je vais balancer la note en premier, je mets un 7 parce que j'ai trouvé ça très bien. Mais comme je dis, je suis quand même un peu perdu par ce côté, je vois pas trop où le film veut en venir. Je comprends pas trop la morale et le propos du film. Et on sait pas trop sur quel pied ça danse. Mais la réalisation, j'ai trouvé très très bien. La mise en scène, tout. Puis même, on n'a pas parlé de ça, mais tu sais, les effets un peu vieux film avec ça se referme sur un œillet, là, comme à la fin des épisodes de Tintin, tu vois, ou des trucs comme ça. Là, ouais, voilà, c'est ça. Ça, truc très, très vieux, très esthétique. Puis le côté documentaire, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup le fait que, bah ouais, c'est des vrais gens et c'est très naturel et c'est beau. Et le côté assez didactique du film, mais c'est aussi... En fait, le film, il m'a mis pas bien. Genre, la fin, j'étais pas bien, quoi. J'ai trouvé ça profondément anxiogène comme fin, mais c'est anxiogène, ça montre, comment dire, la dureté de ce qu'est un accouchement, et c'est réaliste, tu vois. C'est pas la césarienne avec les dents de Twilight 4, quoi, tu vois, mais c'est un autre délire. Putain, mais ça y est, je me rappelle un truc de body horror que j'ai oublié d'évoquer rapidement. Justement, là, tu m'y fais penser. Sur ce côté réaliste sur les accouchements, c'est quand on parle, quand elle part du bébé, si ça se passe pas bien, et tu sais, il y a la maquette avec le bébé, et elle dit vous prenez la pince, j'y pense et à vous ça, sortez, mais attention, la tête du bébé, elle sera protégée, et puis après, on le voit faire le geste avec le poupon et tout, t'es en mode, what? C'est assez horrible, mais encore une fois, c'est pas un truc que tu vois vraiment, c'est juste des maquettes, des représentations, mais ça suffit pour... provoquer un sentiment un peu de dégoût ou de peur, quoi. Donc 7 sur 10, t'as dit, ok. Ouais, voilà. Et puis prix, je sais pas, le meilleur chaman, le prix du meilleur chaman, parce qu'il était bien. Il y a pas beaucoup faut faire un syndicat pour qu'il y ait plus de chamans dans les films français. Très bien, je prends note. Et toi, Izzy ? Alors pour une note, je pense que je mettrais 6,5, qui est... voilà. D'ailleurs, je l'ai vu sur MDB, il était pas bien noté du tout. Après, puisque c'est un truc plutôt américain, là, il était noté 5 sur 8 ou quoi, je trouvais ça assez sévère. 5, il est pas noté bien de ouf sur Sens Critique aussi. 5,8, c'est ça que je veux dire. Et enfin bref, on s'en fout. Moi, je mets une note de 6,5. Et donc en l'ensemble, j'ai bien aimé. En même temps, je sais pas quoi penser parce que j'ai pas forcément ri vraiment. Pour moi, c'était pas une comédie. Ça se vend comme ça en mode comédie absurde, mais moi, j'étais surtout vachement pas mal à l'aise, mais un peu par le choix que fait Fred vis-à-vis de sa femme et de son corps en fait. Et donc j'étais juste surtout ultra mal à l'aise et genre je sais pas, tu te mets à sa place, genre horrible, et en même temps on dirait qu'elle s'en fout, et enfin tu sais, c'est très bizarre, genre et comme toi Zach un peu, genre tu sais pas vraiment quelle est la morale du truc, et ça te laisse un peu perplexe à la fin. Après la scène d'accouchement vraiment m'a pas passionnée, mais genre t'es vraiment à fond dedans, je trouve c'est intéressant même du terme, je sais pas, je trouvais ça intéressant, et en plus t'as ce plan où c'est une nouvelle sage-femme qui vient, elle se présente à chaque fois, enfin ça fait assez réaliste. Pourtant, je sais pas, j'ai jamais connu ça, mais genre, je sais pas. Donc, pour ça, c'était pas mal. Et ouais, voilà. Et aussi, moi, ça m'a vite fait penser à The Pod Generation, qui est un film qui est sorti cette année, avec Emilia Clarke et l'autre, je sais pas comment il s'appelle. Et en gros, c'est un espèce de monde futuriste, pseudo-féministe, où la femme est mise en avant, machin, alors que, en fait, au final... t'as le
un peu la thématique de la grossesse qui est devenue un espèce de commerce et de encore plus de contrôle pour la femme, mais c'est censé te le vendre en mode comme ça la femme peut encore plus travailler, machin. Mais en fait, ça vient juste à, contrer toute la volonté première de ce truc. Donc ça m'y a fait penser pour le fait que là, ce monde-là, dans Énorme, on dirait que c'est les femmes, enfin, cette femme en tout cas qui est mise en avant, mais en fait, c'est l'homme qui contrôle tout. Et sa grossesse la ramène un peu à ce que une femme est censée être, ou je sais pas quoi. Donc ça m'a fait penser vite fait à ça. Et voilà, après, prix à remettre, je sais pas, meilleure interprétation de bébé né, tout juste né, où on le voit à la fin, générique. Je sais pas, j'ai pas trop d'inspi là-dessus, mais meilleure tête d'enfant né. Super. Bon, après, c'est pas un rôle, hein. Comme on a dit, toutes les personnes sont des vraies personnes. Donc le bébé prix aussi. de la réalité. Voilà. Très bien. Wow. Ok. Et donc, pour ma part, l'avis global sur le film, moi, j'avais bien kiffé, comme je vous ai dit, c'était un de mes coups de cœur de 2020. Peut-être parce que c'était une comédie qui sortait du lot pour moi, dans ce qu'on peut avoir dans le paysage cinématographique français. Qui osait prendre un sujet pas facile et nous faire rire dessus, mais comme on a dit, un rire jaune, un rire grinçant, avec cet humour absurde, voire comédie noire. Et puis les interprètes, on l'a déjà dit, mais ils sont excellents. Et puis j'aime bien les voir un petit peu à contre-emploi, surtout pour moi, c'était Jonathan Cohen, ça m'avait assez surpris. Et du coup, voilà, c'est un film que j'aimerais recommander à toutes les personnes qui aiment bien Jonathan Cohen, mais qui aimeraient le voir dans autre chose, ou justement ceux qui en ont marre de le voir dans ses rôles habituels, et pour un peu se réconcilier avec lui, parce que c'est quand même un bon acteur. Même s'il y a quand même... Non, il manque un côté émouvant là, mais... Bon, bref. Du coup, pour une note, je mettrais 9 sur 10. Si j'avais mis en coup de cœur, moi, les coups de cœur, c'est 10 sur 10, mais bon, peut-être que c'est un peu trop. Mais en fait, j'ai pas grand-chose à dire de négatif dessus. Il est, pour moi, il est pas... Enfin, je veux pas dire qu'il est pas parfait. Il est exactement ce que j'attends d'un film comme ça, quoi. Et voilà. Et pour un prix, ça serait prix du meilleur couple dysfonctionnel à l'écran. Puisque souvent, on dit plutôt « Ah, ils font un beau couple à l'écran et tout, mais c'est un couple positif. » Là, c'est plutôt négatif, quoi. Mais je crois quand même à leur histoire et tout, et voilà, je me dis que ça existe, ça doit exister. On peut passer au moment tant attendu de l'émission, le jeu de la fin, la barlographie. Un film comme ça qui se passe dans le désert avec deux mecs qui traversent et c'est des fois interminables. Est-ce qu'on contemple plus ce qu'on nous raconte ou est-ce qu'on raconte plus ce qu'on nous contemple? Je dis, moi, le Alien 2049, bon, c'est très beau esthétiquement parlant, mais je pourrais manger un Twix pendant la séance. C'est une question intéressante, mais je n'ai pas de réponse. Chant contre chant. Matrix, Amélie Poulain, pouf, paf, pouf. Tu parles comme dans ton film, toi. Tu ne t'arrêtes pas. Il est dans l'air du temps. Mais on va où, quoi? Le principe est simple, faire deviner le nom d'un film aux deux autres en racontant son intrigue de manière approximative et en mélangeant les noms des auteurs ou interprètes très sereinement, mais toujours avec l'assurance d'épater la galerie. Alors du coup, qui a une barlographie sous le coude là? Zach? Moi j'en ai une du coup, mais tu veux faire la tienne d'abord? La mienne est un peu pétée aujourd'hui. Moi aussi. Bon. Moi elle est en impro. Ah bah vas-y. Tu veux que je fasse la mienne en impro? Tu veux la faire après moi? Non, je peux la faire si tu veux. Allez, vas-y, fais-nous une belle impro là. Ok. Alors, ça fait un peu longtemps que j'ai pas vu le film, hein. Vous serez indulgents comme d'habitude. Bien sûr. Donc dans mes souvenirs, c'est l'histoire d'un mec, genre c'est un peu un loser, tu vois. Il sait pas faire grand chose de ses 10 doigts. Et il habite dans un village un peu genre campagne, tu vois, genre maison en pierre et tout. Et un jour, il y a un boug qui ressemble un peu au gars de CTLM, tu vois. Et genre il arrive et dans un repas de famille et lui dit ouais dans 1 mois va me voir là-bas, tu vois. Mais on sait pas pourquoi il dit ça en fait. Et du coup l'autre, comme il a rien à foutre de sa vie, je sais pas, il se dit bon je vais y aller, tu vois. Enfin je crois qu'il se fait un peu forcer par son oncle ou un truc comme ça. Je crois que j'ai c'est le un film. Peu ouais. Mais vas-y, continue. Et puis dans son voyage là, il va rencontrer des gens. À un moment, il se prend pour le petit prince ou je sais pas quoi, genre il rencontre un renard.
peut-être le logo Firefox qui prend vie, je ne sais pas. Il rencontre un gars et... Ah non, c'est sa meuf en fait, je sais plus. Il lui fait... Bref, il y a une scène de branlette et, et après il se passe d'autres trucs. Et à un moment, je crois, il rencontre un fantôme dans une maison hantée. Tu vois un peu comme Amityville, mais pas pareil parce que c'est au bord d'un lac. Et genre... Et après, il rencontre des gens... Genre, tu vois, Jack et le haricot magique. Genre, dans Jack, il y a un gars, il habite en haut d'un truc. Ouais. Un géant, voilà. Mais sauf que eux, ils sont chauves et tout nus. Mais ils sont grands, mais chauves et tout nus. Et même à un moment, il se dit « Oh, trop bien, je trouve des champignons. » Et genre, il les mange et après, il vomit. Et enfin, il se passe beaucoup de choses. Mais c'est un peu confus. Peut-être... je sais plus au final s'il retrouve le gars de CTLM. Si c'est ça, il retrouve le gars de CTLM et le gars de CTLM, il lui dit arrache-moi le buisson, tu vois. et lui, il veut pas, du coup, il part en courant. Mais en fait, après, il finit par se faire trahir par toute sa famille. Et il meurt. Et en fait, non, c'était un rêve du gars de CTLM qui lui avait mis dans la tête. Et genre, enfin bref, c'est assez confus quoi, mais confus, hein. Je crois qu'il y a un rapport avec non mais te fatigue avec pas. avec une table, mais genre elle est carrée, tu vois la table, enfin elle a une forme particulière en tout cas, mais genre c'est son oncle, je crois. Son oncle il a commandé une table carrée. Je sais pas d'inspi gros, mais putain Ikea quoi, ils ont merdé la commande. Ah les Suédois, salaud. J'ai pas du tout. Hein. Ah si, mais le gars en plus, le gars, il a participé aussi, mais c'était avant, tu vois, il a participé à un jeu télé genre avec Julien Lepers, et il a gagné en plus. Et aussi une fois, il a réparé un robot, mais genre en Afrique, mais là où ils sont pas noirs, où ils sont... Oh putain, je viens de me rendre compte de la dinguerie que j'ai dit. Mais tu sais, le pays d'Afrique, mais où ils parlent anglais et en même temps africain et en même temps bizarre. Tu vois là ? Genre le Kenya ? Là où dans un autre... La Somalie ? Non. La Namibie ? Afrique du Sud. C'est Afrique du Sud, voilà. Ah, ouais, là où il y a des ghettos avec des crevettes là. Mais voilà. Non, mais mec, je vois tellement pas. Pardon, je suis parti vraiment très loin. Genre, on l'a tous vu ce genre. Est-ce que oui, tu l'as vu. Alors, est-ce que déjà tu as un indice de qui ça peut être le personnage principal ? En fait, avec les indices que j'ai donnés, tu peux retrouver qui c'est. Pas du tout. Il a participé à un jeu télé style Julien Lepers et il a gagné. Mais t'as cru que je regarde des jeux télé, frère Non mais c'est un film. Wow. Alors, il n'y a pas 150 films avec des jeux télé. C'est pas... Non, mais t'inquiète. Moi, je peux dire mon raisonnement. Oui, vas-y, dis. Parce que malheureusement, en fait, du coup, c'est un film, on l'a vu tous les deux, mais on l'a pas du tout apprécié. On est passé un peu à côté. Oui, je sais, c'est pour ça. Et du coup, là, le fait que dès le début, j'ai eu un truc. J'étais en mode OK. Et après, plus t'as avancé, plus je me suis dit OK, ça doit être ça. Sauf que tu racontais des péripéties que je me souvenais même pas dans le film. Donc je me suis dit, bon, mais okay, il se passe tellement de trucs dans le film. Mais juste au début, avec le truc du monstre vert ou de la créature verte, et puis le truc de pierre avec l'oncle, je me suis dit, ah, c'est peut-être ça. Et du coup, ça s'est vérifié par la suite. Non, mais moi, je vois pas du tout. Ouais. Un film qu'on a vu récemment, que tu nous as conseillé, Jordan ? Non, on l'a pas vu récemment, on l'a vu il y a un an ou deux, quoi. Il y a 2 ans. Ouais. C'est toujours toi qui nous en as parlé et nous on l'a vu après tous les deux même ou... pas. Non, moi aussi, ça, j'ai très envie de le voir, on l'a vu, mais quand on était à Bordeaux il y a longtemps. C'était sur Prime Video, je crois. Non, même pas, on l'avait téléchargé. Non, c'était téléchargé parce que c'était... Il est pas sorti en France en salle, en fait. Si. Mais il est sorti genre 6 mois après. Si, je t'assure qu'il est passé en salle en France. Mais où ça, c'est sûr et certain. Où ça ? Parce qu'il est sorti... Quand il est sorti, je sais qu'il y avait cette polémique, machin, les gens ils se plaignaient. Oui, mais il est passé dans quelques salles, tu vois. Mais oui, il est en passé mode en France, exceptionnel, mais sinon il est sorti vraiment sur Prime Video. En Belgique, il est sorti en salle. Mais en France, c'était Prime. Oui, bah c'est pour ça. Moi j'ai le DVD belge en fait, parce qu'il n'y a pas d'édition française. Mais du coup, c'est un film sur un récit mythologique. L'acteur, c'est... The Green Knight. Voilà, ouais. C'est ça. Ah ouais, d'accord. Mythologique, ça m'a aidé ce mot. Ouais.
Ah ouais. Ouais, mais j'allais pas dire que c'était les Chevaliers de la Table Ronde, sinon c'était un peu. Et c'est quoi avec le jeu, du coup, le jeu télé, là? J'ai pas ça, par contre. Du coup, c'est Slumdog Millionnaire. L'acteur, c'est Dev Patel qui joue dans Slumdog Millionnaire. Et le film et l'autre, sud-africain, c'est Chappie, je crois, c'est ça? Ouais, ça, j'avais pas du tout. C'est pour ça que j'ai dit après la ville où il y a les crevettes, parce que c'est Oui. District 9. Voilà. Ouais, c'est trop technique pour moi, ça. Bah, c'est le vas-y, but. pas mal, hein. C'était bon, j'ai trouvé assez. J'ai fait un. C'était confus. En fait, moi, je me souviens Un tellement guess pas du rapidement. film que tout ce que tu disais là, je sais pas, je pensais à plein de trucs différents, mais je Au me souviens départ, vraiment que dalle du film, genre vraiment rien. Je pensais à Shrek, je sais pas pourquoi, j'étais en Ouais, le mode vert, créature verte. The Grinch et tout. En fait, je cherchais tous les trucs et les créatures vertes, et quand t'as commencé à dire une maison de pierre, puis après l'oncle, j'étais en mode ça ressemble. Ouais, et j'ai les oublié aventures un et tout, j'étais en mode ok, je me souvenais plus, j'étais en mode il doit y avoir un truc de renard. La branlette. Et par contre, la fin avec le rêve et tout ça, je me souvenais, ça m'avait un peu fucked up et tout. Ah ouais. Mais il faudrait que je le revoie, écoute. Mais il est génial ce film. Bah, En fait, qu'on je a raté comprends pas ça. comment vous avez fait pour pas l'aimer, tu vois. En fait, moi, je comprends pas comment t'as kiffé Je crois que j'étais pas dans le mood. Je sais pas. Ghost Story. Parce que moi, Ghost Story, j'aime bien. Ghost Story. Je l'ai vu une fois. Ah, c'est pas toi. Ah non, c'est pas toi, pardon. J'ai un pote qui est archi fan de Ghost Story. Moi, Parce que moi, Ghost Story, je me suis fait chier de fou. Ah oui. En fait, je trouve ça trop beau, mais c'est chiant comme la mort. Ouais, ok. Bah, je sais pas, pour moi, c'est un peu la même chose, les deux films. Sauf qu'il se passe plus de ouais, choses mais dans. En fait, il y a le côté Green fantasy Knight. qui Ouais, me. bah oui, il y a sûrement. le côté fantasy qui m'attrape. Ouais, bien sûr. Mais je trouve le film est super beau, la musique est géniale et moi j'aime bien ce genre d'odyssée, tu vois, avec plein de péripéties qui ont rien à voir les unes avec les autres. Mais c'est un conte quoi au final, c'est une légende, tu vois. Ok, allez, à mon tour. Alors, pareil, vous m'excuserez, c'est un film j'ai vu il y a fort longtemps. Ouais, donc, si ça s'embrouille un peu dans ma mémoire, faut pas trop m'en vouloir. Ok, alors du coup, donc c'est un mec qui était une star dans les années 70. Par là, quoi. Le mec, il est chauve, il marche pieds nus sur du verre. Ah non, pardon, ça c'est un autre. Non, par contre, lui, il aime bien être nu. Chelou, le mec, chelou. Et en fait, il est boxeur et il a joué dans un film porno. Il a même sa marionnette dans Les Guignols. Ah non, pardon. Non, c'est toujours pas lui. Bon, en fait, il a fait plein de films, ok. Et puis souvent, dans ces films, ça pète dans tous les sens. C'est testostérone land, souvent. Genre, bonhomme, quoi. Tu vois. Donc là, le film en question, ça ressemble à un robot électroménager. Ou à une bière forte pour Clodo. C'est un peu... ça ressemble à ça, le nom. Le titre du film qu'on cherche. Et puis le mec, il parle comme un nazi. Un peu. C'est pas un nazi, hein. D'accord ? Par contre, il est autrichien, comme Hitler. Bon. Et puis le gars, il a aussi fait de la politique. C'est un peu le David Douillet américain, t'as vu ? Et aujourd'hui, si tu le suis sur Instagram, tu verras qu'il vit avec un âne et un mini poney chez lui. Le gars, il est starbé, quoi. Attends. Putain, ça me revient un peu, là. Le film, c'est genre Retour vers le futur, mais avec des robots aspirateurs, un peu, t'as vu ? Voilà. Et puis le nom... Attends, l'acteur, son nom, c'est un peu comme la marque de shampoing, là. Schwarzkopf. J'ai. Ah, je crois, voilà, Arnaud Schwarzkopf. Voilà, ça sera tout. Quelqu'un a trouvé la réponse ? Ouais. Oui. Ok, alors, je vais compter jusqu'à 3 et vous allez le dire en même temps, ok ? C'est marrant, ça. 1, 2, 3. Terminator. Heureusement que j'ai dit en même temps. Mais oui, effectivement, mes petits loulous, bravo, c'était Terminator. Bravo. Ouais. C'était dur à trouver, n'est-ce pas ? C'était dur. En fait, je Par m'étais contre, dit certains dis les fausses indices. pistes. Ouais. Les fausses pistes. Bah, au J'ai départ. rien compris aux fausses pistes. Ok, Il est pas chauve, Schwarzenegger. Je refais mon cheminement rapidement. Non. Oui, mais il est à arrive poil, tout mais il est nu. pas chauve. Eh oui, il est pas chaud. Oui, mais Ouais, il est pas chaud. Bon, vite fait, je redis. Du coup, au début, j'ai dit c'est un mec star des années 70, mais du coup, c'était faux. Enfin, c'est plus les années 80, c'était pour faire la confusion. Et ensuite, j'ai parlé de chauve qui marche pieds nus sur du verre, mais c'est un autre. Enfin, c'était Bruce Willis, dans Die Hard notamment. Ah, ouais, ok. Mais du coup, je disais qu'il aimait bien être nu pour le côté pieds nus. Bon, ça, forcément, c'est Terminator. Après, je dis c'est un boxeur qui a joué dans un film porno, il a sa marionnette dans Les Guignols. Mais en fait, c'est un autre. Là, c'est Stallone. C'était pour en fait évoquer un peu les trois grosses figures de films d'action des années 80-90. Ouais. Enfin, c'était surtout Stallone et Schwarzy, mais il y avait un peu Bruce Willis d'une certaine mesure. Puis voilà, puis le reste c'était plus. Moi j'aime bien le côté
Bon, ça ressemble à un robot parce que Terminator, il y a la terminaison là en or, mais surtout une bière forte pour Clodo là. Maximator. Okay. Je vais faire une Ouais, blague je sur cherchais ça. un truc Ça, avec ça m'a Maximator, j'étais en mode, perturbé. mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, bah après, voilà, quoi, le côté autrichien, il a fait de la politique, enfin, c'est assez évident. Mais Ouais. c'est pas évident, je crois, je suis de moins en moins inspiré pour cette chronique, malheureusement. Et bien voilà, l'ultime séance touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'oubliez pas donc que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et tutti quanti, mais également sur YouTube. Zach, Izzy, merci beaucoup d'avoir été là avec moi pour cette émission de qualité. Merci. Merci à toi. Du coup, pour le prochain épisode de l'ultime séance, ce sera un épisode hors série consacré à nos top films 2023. Et en attendant, on vous dit à la prochaine. Salut! Salut. Salut. Tu peux ranger tes écouteurs, le podcast est terminé. Descends bien à ton arrêt, ferme bien la porte des WC. J'espère que tu as bien noté les films qui t'ont intéressé. J'espère qu'on a plu à l'audience, car c'était l'ultime séance. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. L'ultime séance. Et bah c'était bien de la merde. Oh, moi j'ai trouvé ça fort Putain, intéressant. il casse les couilles le texte, c'est ce genre de musique là. Peut-être que je reviendrai au prochain spectacle. Tu peux arrêter de bailler, il se fait 4 fois que tu bailles. J'ai pris du café pourtant. Oula, Ah, c'était quoi ce bruit? continue. Ouais. Ouh. C'est pas très clair ce que je dis. Ah, pas faux. Cet épisode va être énorme. Attends, juste, recommence, parce que tu peux pas introduire comme ça. Sois plus carré, s'il te plaît. C'est pas possible. Je sais pas si ça changera, mais vas-y, on peut tester. Hein. Allez, sinon je coupe ton micro. C'est la rue. Ouais. Wouhou. Mais c'est un baiser du cerveau, lui. T'as pas le vumètre qui bouge là? Mais ça fait quoi? C'est peut-être la connexion qui bug. Peut-être je vais couper ce que je dis, parce que voilà, je suis pas... Ah, tu censures? Ça y est, je suis J.K. Rowling ou quoi? C'est comment? C'est quoi ce bruit? Il y a un hélicoptère? Parle ou tais-toi à jamais. Moi, j'ai fait en impro, là. T'as parlé en même temps que moi? C'est impossible à mettre au montage, ça. C'est pas ma France. Il est pas raciste, il est juste intolérant. C'est pas pareil. Oui, mais ça, je vais pas le mettre. Dans le podcast, c'est entre nous que je dis ça. Eh oui, c'est du off. Pierre, t'ouvres la porte, tu fais fermez vos gueules. Non, mais il faut bien que je trouve une formule. On entend un bruit qui fait derrière toi. T'entends les enfants? Ouais, j'ai entendu un cri d'enfant. Tu mettras ça dans le bêtisier. Ça t'a bien coordonné, cette histoire. Hein. Super. On éteint? Vas-y, on éteint. Ça coupe.